Donc il faut toujours plus. Si t'es arrivé à ce step-là, faut aller plus loin encore. Il y a tellement de personnes qui ne sont pas encore guéries et qui aident les gens. Si tu aimes les autres, c'est que t'as envie qu'ils t'aiment aussi. Moi, j'aime tellement les gens, ils m'ont tellement donné quand j'étais plus jeune. Tenez, moi j'ai beaucoup d'amour, j'ai trop d'amour en moi. Je vous en donne si vous voulez. Ma plus grande blessure, je pense que c'est l'abandon et le rejet. Tu me dis, t'as reconstruit ta personnalité. Voilà, j'ai supprimé le dossier, j'en ai recréé un nouveau et roule. Et pourtant, je pensais au départ que c'est mon premier amour, c'était l'amour de ma vie. Je pense qu'il y en a certains qui font ça parce qu'ils se disent de passer à autre chose, ça va forcément faire que je vais les oublier. Donc ouais, du coup, t'as ta vie à Paris, ça fait combien? Ça fait 3 mois maintenant que t'es revenu? Ça fait depuis janvier, je dirais. Juste après, juste avant le kick-off, je crois. Donc ça fait depuis début janvier. Ok, Donc, d'accord. Ouais, puis bon. J'ai pas eu le petit, j'ai pas eu le froid. Ouais. Donc Oui, ça va, plutôt t'es arrivé cool. au bon moment. Ouais. Ça commençait déjà à shift, ça c'est cool. Franchement, ouais, moi j'ai eu le beau temps à Marseille. Ouais. Il faisait super beau, les gens étaient super avec le smile et tout. Donc forcément, moi j'ai pas vécu l'hiver difficilement. Et là, là, depuis février, il fait bon en plus à Paris. Il fait super bon. Je t'avoue, je sais pas. Je crois que je suis vraiment parti au pire des moments. Quand je regarde, bon, là je reviens, il pleut, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais Madrid, c'est bien aussi. Hein. Ouais, Madrid, ça me fait rêver aussi. Hein. Quand je vois l'architecture, etc., c'est une dinguerie. Ah ouais, ça pour le coup, c'est vrai que la première fois que j'y suis allé, je me suis dit, c'était quand j'étais en échange du coup à Barcelone. J'ai fait un week-end là-bas pour rejoindre des potes. Je me suis dit, purée, je suis vraiment pas allé au bon endroit. Après, Barcelone, c'est très sympa aussi, hein, mais c'est vrai qu'à Madrid, t'as plus la vibe mini-Paris. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'architecture, justement. Mais ouais. Puis tu me disais, du coup, pour le semi-marathon, tu t'entraînes, c'est quand le semi-marathon à Paris? Non, c'est ce marathon de Marseille-Cassis. D'accord. Ah ouais. Je prends le temps quand même. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'engagement, mais sur du long terme. Et en mode, step by step. Parce que non, marathon Paris, le marathon de Paris, c'est, je crois, en avril. Alors que Marseille-Cassis, c'est novembre. Ah oui, d'accord. Ouais, tu te laisses vraiment le temps. Je me laisse vraiment le temps parce que je redémarre la course à pied. Tu vois, c'est remettre la machine en marche, tu vois. Ouais. Parce que c'est combien? C'est 21, je crois, c'est ça? C'est 24, je crois, précisément. C'est pas un vrai semi-marathon. Ouais, c'est un peu plus. Mais c'est un peu plus. Et en plus, il y a des pentes et tout. Ouais, c'est ça. Je vais mourir, mais je suis trop contente, en vrai. En vrai, c'est le challenge de malade qui... T'as toujours envie de plus. Et quand t'as déjà fait ce step-là en mode, OK, je cours tous les jours, maintenant, il faut que j'aille plus loin. Donc, le semi-marathon. Et puis, la prochaine étape, ça reste quand même le marathon. Et la prochaine étape, c'est le marathon. Je pensais au départ que le Marseille-Cassis, c'était un marathon. Ok. Et on m'a dit non, c'est un semi-marathon. Je me dis, bon... Presque déçu. Presque déçu. Presque déçu, vraiment. Okay. Mais au final, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe en mode... il faut que je prenne mon temps pour faire le marathon, quand même. Ouais. Faut se savourer. C'est étape par étape. Je déteste savourer les choses. Tu le sais, en tant que bélier, tu le sais. Ouais. En tant que bélier, on se sait. Mais ouais, il faut savourer chaque étape du parcours. Et du coup, pour le marathon, ça sera la prochaine étape. L'année prochaine. Du coup, celui de Paris en avril. Tout à fait, exactement. Oui, comme ça te laisse un an entier, une année entière et c'est bon. Ouais, clairement. Ouais, clairement. En plus, je serais déjà préparée vu que j'aurais fait mon semi-marathon à Marseille-Cassis avec les grosses pentes. Je pense que Paris, c'est easy, à part la pollution. C'est easy, je pense. On dirait pas, hein, mais attention, il y a des vrais reliefs aussi. Hein. Ah ouais? Après, j'ai pas le parcours exact du marathon en tête, mais c'est vrai qu'il y a des vraies pentes. Hein. On dirait pas, mais il y a des montagnes. Après, nous, on le fait en voiture, donc forcément, on le voit pas. C'est ça, exactement. Mais à pied, je pense que ça doit être quelque chose. C'est quelque chose à faire, alors. Même, de toute façon, courir à côté de la Tour Eiffel. Ouais. Mais dinguerie. Sur les bords de Seine, avec l'Arc du Triomphe, le Panthéon, tous ces trucs-là. Après, encore une fois, je sais pas vraiment où ils passent. Mais en même temps, 24 km, t'as le temps de tout voir. Hein. Oui. Enfin, là, c'est même 41, 42, du coup. Là. Ouais, 42, c'est 42. ça. Ouais. 42, et là, t'es bien. T'as le temps de tout voir. Bien. C'est Max Piccinini. Il me fascine, ce mec. Franchement, il me fascine, mais Max Piccinini, il disait que tous les matins, il allait courir devant la Tour Eiffel. Il était en mode, à la fin, il était tellement KO, mais il était tellement content. Et du coup, il criait devant la Tour Eiffel. Mais c'est un truc de malade. Je me dis, mais putain, mais si un jour je fais mon marathon et je crie derrière, à côté de la Tour Eiffel, je me dis, c'est la congrégation. Enfin, Ouais, l'apothéose, quoi. L'apothéose, tout à fait. On va changer de mot, tout court. Moi, je parle en anglais, tu sais. Ah, pardon, excusez-nous. Excuse-moi. Tu as vécu à Londres. J'ai vécu à Bali. Oui, c'est vrai. Oui, à Bali. Mais oui. J'ai vécu 4 mois à Bali. Ouais. 4 mois et 2 mois en Thaïlande. Ah, ça, la Thaïlande. Qu'est-ce que j'aimerais y aller. Plus je vois de vidéos. Et tout me rapporte à aller là-bas. Quand je voulais aller, juste avant d'aller à Madrid, j'avais plein de vidéos de Madrid. Et maintenant que je veux aller en Thaïlande, parce que j'ai toujours voulu y retourner, j'ai mes vidéos sur vidéos des meilleurs spots en Thaïlande, des endroits à faire à Bangkok. C'est pépite. Viens, on y retourne.
Ouais, franchement, Il faut qu'on y aille. Ouais, fin d'année, on est là-bas. On prend la... Ah ouais, non, mais vraiment, on prend tout le monde, et on les ramène tous là-bas, on ouvre Exacou là-bas, on fait tout là-bas. Mais clairement, déjà le Maroc en mai. Ouais, ça va être incroyable. Ça va être pépite. Ouais, j'ai qu'une seule hâte, faut que je ramène ma sœur. Mais oui, mais clairement, Là, clairement. ouais. Faut qu'on la motive, ta sœur. Ah bah ça, de toute façon, ça manque pas de motivation, mais maintenant, il faut l'encadrer, il faut faire toutes ces choses-là. Mais déjà, merci beaucoup, Fanelly, de m'accorder ce podcast. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir. Avec plaisir. Franchement, partagé. Il était temps. Il était temps, depuis le temps. Ah bah ouais, depuis le temps qu'on en parle. Et ouais. Donc toi, du coup, dis-moi. Alors, si ma mémoire est bonne, je vais essayer de... Vas-y. Parce qu'il y a tellement de choses à résumer que je vais essayer d'être concis, pour une fois. Donc tu as 28 ans, on est bien d'accord ? On est bien, ouais, je vais avoir 28 ans fin mars. Mais je dis que j'ai 28 ans, histoire de me mettre psychologiquement dans la vibe de 28 ans, tu vois. Et quand on aura 28, tu diras que tu as 29 ? Non, je resterai à 28. D'accord, à toute ta vie ? Ouais. Ok. Ouais. 29, 30, ça rapproche de la trentaine, ça fait mal. Ouais. 28, je sais pas pourquoi, mais c'est le bel âge. C'est vrai. Pour une femme, t'es bien, c'est à ton prime. C'est l'apothéose, comme on disait tout à l'heure, justement. C'est l'apothéose et tu te dis, t'es dans ta fleur de l'âge, t'es la plus puissante que tu peux être. Ouais. Donc non, 28 ans, c'est bien. Toi, tu te sens puissante ? Je me sens puissante maintenant. Ok. Parce que je vais avoir 28 ans. Ah, donc c'est une question d'âge. À 26, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, à 26, tu te dis, bon, j'ai encore une petite marge. C'est comme le marathon, tu sais, c'est comme toujours plus loin, toujours plus haut. Ouais. J'aime bien dire toujours plus fort aussi. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais Fort Boyard, ça m'a vraiment... Je pense que ça a matrixé toute une génération. Ça m'a matrixé toute ma vie. Mais ouais, en fait, 26 ans, t'es encore jeune. T'as encore des choses à vivre. T'es pas encore trop adulte, t'es encore jeune adulte. Mais t'as ce côté où t'as envie d'avancer, mais tu peux pas... Il y a ce truc qui bloque. Ok. Alors qu'à 28 ans... Mais ça y est, t'as pris confiance, t'as pris de l'âge, du coup, t'as pris aussi au niveau, t'as élevé professionnellement. C'est incroyable. 28 ans pour une femme, c'est le plus bel âge. T'es belle, t'es tout ce que tu veux, en fait. T'as tout ce que tu veux à 28 ans. Et limite, maintenant, c'est derrière 30 ans, ça va être les enfants, etc. C'est génial. Mais du coup, c'est un autre step de la vie. Ouais. Du coup, professionnellement parlant, c'est pas que ça va diminuer, mais... Ça te fait peur ? En vrai, non, ça me fait pas peur parce que je trouve ça trop stylé. Ok. Parce que moi, ma valeur première, c'est l'amour. Ouais. Donc forcément, moi, je vais porter l'amour à mes enfants, je vais porter l'amour à tout le monde. Et là, professionnellement, du coup, jusqu'à mes 30 ans, ça va être ça. Ça va être professionnellement, ça va être l'amour à tout le monde. À partir de 30 ans, 32 ans, ça va partir sur ma vie de famille, mes enfants. Enfin, j'espère en avoir à cet âge-là, mais après, si c'est plus tard, c'est OK, tu vois. Ok. Mais toi, déjà, t'es dans le mood de, justement, pas un but, entre guillemets, mais tu te dis, OK, là, je rentre dans ma phase, je vais bientôt rentrer dans ma phase. Et est-ce que, du coup, ça te crée un sentiment pas d'urgence, mais de se dire, OK, il faut que je le fasse maintenant, parce qu'après, je rentrerai dans une autre phase, et donc je veux pas, sur mon emploi du temps, je veux pas que ça prenne du temps, en gros. Alors, sentiment d'urgence au niveau du professionnel, oui. Okay. Du coup, forcément, parce que tu as envie de réussir très vite. De toute façon, je répète encore, en tant que bélier, on est très fonceur et du coup, on veut tout de suite. Et du coup, à ce niveau-là, oui, je veux, avant 30 ans, je veux avoir réussi. Ça, c'est une certitude. J'ai envie d'avoir des séminaires devant 500 personnes déjà. Ça serait trop cool. Ah oui, tu m'étonnes. Tu vois, c'est trop cool à 29 ans. Ça serait trop cool. 30 ans, bon, j'aurais déjà bien évolué, ça serait trop cool. Plus de séminaire devant 500 personnes. Ça sera, non, devant 1000, 1500. Ok, mais oui, forcément. J'aurais déjà fait le step. Ouais, toujours plus. Ouais, toujours s'améliorer. Tu vas pas rester à un niveau là, parce que si tu restes pas en croissance, à un moment donné, tu vas diminuer, tu vas rester dans un mindset, entre guillemets, fixe. De changer d'état d'esprit, je sais pas si tu l'as lu. Ouais, oui. Ouais, stagner, c'est diminuer. Exactement. Ouais, on est d'accord. Exactement. Donc, il faut toujours plus. Si tu es arrivé à ce step-là, faut aller plus loin encore. Donc oui, 1500 personnes et donc 30 ans, ça serait cool d'être à mon apogée professionnellement parlant. Et après, je pourrais lâcher la bride et créer une vie de famille et créer une vie de couple plus sérieuse, on va dire. Ok, ouais, délaisser un petit peu ce que tu fais. Enfin, pas délaisser, mais mieux gérer, entre guillemets, être beaucoup moins dedans. Parce que là, du coup, on est d'accord que tu ne fais alors... C'est entre gros guillemets, mais tu ne fais que des exercices de respiration. C'est ça, tu accompagnes les gens à trouver ce que toi, tu as réussi à trouver d'ailleurs, et je t'envie énormément pour ça, qui est le calme intérieur, la paix, un peu en tout lieu, et surtout, outre la paix constante, c'est de savoir gérer les moments de hauteur, de prendre du recul. Voilà, c'est d'être capable de prendre du recul. Ouais.
Je fais pas que des respirations du coup. Ok. Je fais les respirations parce que c'est mon outil principal. Mais en fait, les respirations me permettent de me connecter avec la personne, mais vraiment en profondeur. C'est comme si nos âmes étaient connectées l'un et l'autre. C'est assez étonnant parce que du coup, j'ai eu un coaché, bon, je vais pas donner son prénom, mais j'ai eu un coaché récemment, il y a 2 jours de ça, qui m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas que du coaching. Donc bon, j'arrive toujours pas à trouver mon nom et à me caractériser du coup. Mais en soi, s'il y a besoin. Mais il n'y a pas forcément besoin, mais c'est pour les gens, pour qu'ils comprennent vraiment que les coachs, c'est des personnes qui sont très terre à terre ou même très émotionnelles aussi. Et pas forcément ils vont dans la profondeur, mais il y a un truc en plus. Moi, il y a l'énergie en plus qui fait que ça va encore plus loin, ça va encore plus profond. Ouais. Toi, en soi, les coachs, ils envoient du savoir. C'est Toi, ça. tu envoies une énergie C'est ça. dans ce que tu fais. Exactement. Tu partages encore une fois. Parce que c'est vrai que c'est même pas un gros mot de dire que tu es dans le partage, tu n'es que partage, de toute façon. Oui. Mais ok, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en soi ? Quel a été le déclic où tu te dis, ça c'est ma zone de génie, je veux absolument partir là-dedans, et sûrement avec une expérience en particulier, peut-être avec un accompagnement justement avec une personne, ou une personne dans ton entourage t'a dit, purée, mais c'est fait pour toi. Eh ben, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit que j'étais faite pour ça, pendant très longtemps, pendant que je prenais soin de moi, parce que du coup j'ai pris quand même 5 ans de thérapie, etc. Et tous les thérapeutes, ils me disaient, mais il y a un truc en toi qui fait que tu dois aider les gens et que tu dois passer coach. Et je leur ai dit, non mais allez, foutez-moi la paix. Laissez-moi guérir d'abord, oui, s'il vous plaît. Mais clairement, il y a tellement de personnes qui ne sont pas encore guéries et qui aident les gens que moi, j'ai envie d'avoir guéri pour aider les gens. Parce que c'est logique, tu peux pas aider des personnes qui sont plus haut en blessure ou plus réparées que toi si t'es pas réparé à ton niveau. Oui, parce que ça peut réouvrir des blessures en soi que toi tu as. Tu te compares aux autres. Et en même temps, ça te permet de mettre un pansement sur tes blessures que tu as, en se disant, bon, je vais aller aider les autres, comme ça, j'aurai pas besoin de penser à mes problèmes à moi. C'est vrai que, je pense que c'est très humain de faire ça. Oui. Moi, c'est pareil, quand j'avais eu mes difficultés, j'étais tellement content de pouvoir, pas les partager, mais donner des conseils aux autres par rapport aux blessures que j'ai eues et que j'ai encore. Ouais. Je me suis dit, au moins, je suis tranquille. Je me cache derrière ça en faisant justement le coach ou l'expert là-dedans. Et au moins, j'aurais pas besoin d'y penser. Comme un coach de foot qui donne des conseils, mais qui serait incapable de les reproduire. Parce que c'est ça, en plus. Oui. Tu sais ce qu'il faut. Oui, non, mais clairement. C'est un peu le syndrome du sauveur. C'est comme les copines qui sont en couple, qui sont célibataires, et qui donnent des explications aux copines qui sont en couple. Ouais, et le pire, c'est qu'elles sont de bons conseils. Et le pire, c'est qu'elles sont de bons conseils. Elles sont vachement fortes. Et tu te dis, mais pourquoi tu le fais pas ? Mais oui. T'as tout en toi, mais tu le fais pas. Ouais. Et ça, c'est le syndrome du sauveur. Et c'est compliqué de se dire syndrome du sauveur alors que tu peux pas sauver l'autre si t'es pas sauvé toi-même. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à comprendre et mettre en lumière cette capacité à aider les autres. Et après, j'ai fait un peu de marketing relationnel. Ouais. Bon, c'est ce qui est. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce business-là parce que ça m'a apporté justement le développement personnel, tout ce qui est vente, etc. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est une super belle industrie. Mais ça dépend des personnes. Et du coup, moi, j'ai une équipe. J'ai une équipe et j'ai un petit coaché. Il le sait très bien parce qu'en plus, je l'ai pris en coaching derrière. Ok. Et je l'ai pris en coaching et il n'avait pas confiance en lui. Il se sentait pas à sa place. Il était limite en dépression. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je l'aide. Du coup, je l'ai pris dans mon équipe de MLM. Bon, il a eu des résultats comme il pouvait, mais il a eu des résultats et c'est surtout les résultats émotionnels qu'il a eu. Et je me suis dit, mais putain, c'est trop stylé. Ouais. J'ai pu l'aider avec tout ce que j'ai pu faire en amont. Mais c'est un truc de fou. En plus, j'étais même pas coach encore, j'avais même pas fait des formations de coaching. Et en fait, j'ai capté que c'était surtout l'amour que je portais à l'autre qui l'avait poussé à aller plus haut et toujours et devenir meilleur. Ok. Parce que toi, tu te bases sur quoi, en soi ? Imaginons là, demain, je dis, Fanelli, je veux que tu m'accompagnes. Justement, guéris-moi de mes blessures, que je ne connais même pour la plupart pas, en soi, ou qui sont très inconscientes. Qu'est-ce que tu vas me proposer, en soi ?
Qu'est-ce que je vais te proposer en soin? Alors du coup, déjà un appel avec mes setters-closers. Là, forcément, je ne peux pas y passer. Forcément, tu ne pourras pas y passer, mais derrière, par contre, l'accompagnement, ça serait un accompagnement bienveillant, avec beaucoup d'amour. Il y aura du savoir, mais moi, je m'axe pas forcément sur du savoir, parce que les personnes, elles ont pas, c'est pas qu'elles ont besoin de savoir, elles ont besoin de comprendre, mais d'une manière plus émotionnelle. Plus douce. Et du coup, moi, ce que je peux apporter, c'est vraiment le côté respiration. Le côté respiration dans un premier temps. Et après, comme on se connecte assez... pendant 1 heure, on se connecte quand même en respirant. Tu respires, donc je me connecte à toi. Et derrière, comme tu as réussi à t'ouvrir un petit peu, on enchaîne sur des discussions très profondes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont respiré au départ et qui m'ont dit « Moi, j'arrive pas à dormir. » Ok. Quand elles viennent à moi, c'est parce qu'elles ne peuvent pas voir des psychologues, parce qu'elles n'arrivent pas à dire des choses de manière consciente. Donc en fait, on conscientise de manière inconsciente. Ouais. C'est une tuerie. Et après, derrière, elle m'a dit, en fait, moi, j'ai peur de perdre mes parents. J'ai peur qu'ils meurent. Ok. Ouais. Sachant qu'elle avait 60 ans, c'est une peur qui est légitime. Oui, de toute façon, cette peur est complètement légitime, parce que, elle est fondée. C'est totalement fondé. Ouais. C'est totalement fondé dans tous les cas, effectivement. Mais plus à son âge, du coup, vu qu'à 60 ans, ils avaient 90 ans, quoi. Ils avaient 90 ans, et je pense que c'était quelqu'un qui aimait profondément ses parents, mais qui était seul. Ouais. Donc, elle avait peur d'être aimée. Enfin, du coup, c'était la résolution qu'on a faite, c'était le fait d'avoir la peur d'être aimée. Aimée par quelqu'un d'autre? Okay. Aimée par soi-même, du coup, parce qu'elle a toujours été épaulée par ses parents, et elle l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, à ce moment-là, elle s'est dit, non, faut que je lâche tout ça. Donc, elle a lâché tout ça. Ok. Et elle a réussi. Bon, de toute façon, on peut jamais vraiment passer outre, surtout là, pour des problèmes de vie et auxquels elle va devoir faire face, quoi qu'il arrive. Mais elle a réussi justement à s'ouvrir, parce que quand tu dis elle avait peur d'être aimée, est-ce que tu relis ça également avec la peur de s'aimer soi-même? Oui, complètement. Ok. C'est pas possible d'avoir peur que les autres t'aiment, mais de profondément t'aimer toi-même? Ça fait presque arrogant de dire ça, mais... Alors, si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer les autres. Ok. Par contre, si tu aimes les autres, c'est que tu as envie qu'ils t'aiment aussi. Il y a toujours ce besoin de retour? Il y a toujours ce besoin de reconnaissance. Okay. En fait, en général, c'est soit tu donnes sans compter, parce que t'es comme ça, t'es dans la gratitude, t'aimes la vie, t'aimes les gens. Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'aime tellement les gens, ils m'ont tellement donné quand j'étais plus jeune, que en fait, moi, j'ai beaucoup d'amour, j'ai trop d'amour en moi. Je vous en donne si vous voulez, tu vois. Mais j'ai pas besoin de l'autre pour m'aimer. Par contre, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de l'autre pour s'aimer. Là, hier, j'ai discuté, il va m'en vouloir, mais j'ai discuté avec mon ex qui est devenu un bon copain, qui est devenu un bon copain, et il me disait, en fait, moi, je me sens profondément seule, et j'aimerais bien trouver quelqu'un. Il avait 36 ans, enfin, il a toujours 36 ans d'ailleurs, il est toujours vivant. Il a 36 ans, et il est célibataire, il se sent mal dans sa peau par rapport à ça. Et j'avais envie de lui dire, mais apprends à t'aimer toi, apprends à être seule toi. Et il a jamais été seul, et voilà. Donc il apprend à être seul, il apprend pas à être seul, c'est bien. C'est bien, mais du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment, les personnes qui cherchent toujours l'amour, ou qui prennent l'amour des autres, c'est parce qu'ils ont un profond besoin d'amour. Ouais. Mais c'est vrai que là, j'ai trop souvent, malheureusement, cette discussion avec certaines personnes. Enfin, ça revient souvent sur la table, et tu te dis, mais comment tu peux attendre qu'une personne t'aimes? Enfin, ça veut dire que déjà, t'es pas dans le bon mindset de base. T'attends que les autres t'aiment pour t'aimer toi-même, donc t'as ce besoin effectivement de reconnaissance. Mais là, du coup, vient le revers de la médaille, à mon sens, parce que moi, du coup, j'ai vécu les deux. Enfin, j'étais pas dans le besoin d'approbation, même si en soi, quand j'étais jeune, clairement, j'avais énormément besoin je me fiais par rapport aux autres, je m'intégrais dans un groupe, et c'est tout. Je pouvais pas faire chambre à part, on va dire. Mais et là maintenant vient le revers de la médaille de quand je suis parti justement aux États-Unis, j'étais seul, complètement seul, et il a fallu que je me débrouille tout seul. Mais maintenant j'ai une dépendance à être seul. C'est même l'inverse maintenant. J'aime tellement être seul que une personne qui vient et qui ne m'apporte rien à part des problèmes et du stress potentiel, écoute, je vais même pas prendre de gants en lui disant écoute non mais viens on parle d'autre chose, ceci, cela. Non, je vais dire écoute. Là, tu m'énerves.
Là, tu m'énerves, j'ai clairement pas envie. J'ai déjà suffisamment de pression moi-même. Donc, ne me balance pas ta pression, s'il te plaît. Je suis pas une éponge. Ouais. Ah, je l'ai vécu aussi. Hein. Franchement, je l'ai vécu. Pendant des années, je l'ai vécu. Et avec mon ex, il y a 6 mois à peu près, j'ai eu du mal à me mettre dans le bain. Hein, franchement, parce que j'étais après 2 ans de célibat, entre guillemets. De célibat, j'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule, donc je dormais toute seule, etc. Mais retrouver un mec, devoir subir toute sa pression, tout son stress, toute sa colère, tous ces trucs-là, c'est super chiant. C'est super chiant, mais derrière, en fait, comme t'aimes la personne, bah, t'acceptes des choses. En fait, c'est un choix d'être avec l'autre personne. Quand t'as compris que c'est pas un besoin, mais un choix que tu fais consciemment ou inconsciemment, et ben, tu comprends que bah, même s'il ronfle, oh, si c'est le seul problème, en soi, ça va, tu mets des boules caisses. Hein. Ça va vite, on peut combler ça. Non, honnêtement, moi, c'était surtout le côté ronfleur, tu vois, quand t'aimes bien être tranquille, ce côté ronfleur, ou même là, quand tu fais tes zooms avec tes clients et tout, et qu'il est là dans la même pièce, mais va-t'en, j'ai pas de toi. Mais voilà, c'est beaucoup d'amour que je dis ça, hein, je l'ai beaucoup aimé. Mais il ronflait, quoi, mince. Mais il ronflait. Ah, mais c'est terrible. Exactement. Arrête, bouche-lui le nez, ou je sais pas, fais quelque chose, mais fais des respirations avec moi. C'est ça. Tu ronfleras moins. C'est ça, j'ai failli lui acheter des trucs. Ah oui, mais ça, je vois plein de choses sur Internet comme ça. Est-ce que ça fonctionne ? J'en sais rien, j'ai jamais acheté. Ok. Moi, je suis à 2 doigts d'acheter. Hein. Ah ouais. Ah là, le côté marketing, il m'a eu, mais je suis à ça de sortir ma carte bleue. Ouais, moi aussi, franchement, même moi, à un moment donné, le prochain, s'il ronfle, tiens, essaye ça, et on verra. Ouais, mais je suis sûr que ça peut marcher en soi. Je pense. Parce que je vois plein de sportifs qui font ça. Et j'ai toujours eu énormément de retours. Enfin, j'attends justement un proche qui me dise ça, parce que c'est vrai que je regarde beaucoup, c'est comme l'Apple Watch, je regardais énormément de choses dessus. Et la première chose, à chaque fois, les seuls retours, c'était on ne peut pas t'expliquer à quel point c'est utile. Je pense que c'est un petit peu comme tout, et c'est là où on voit c'est un peu comme l'amour, c'est un peu comme tout ça. Dès que tu ne peux pas expliquer à quel point c'est utile, mais que sans, tu pourras pas t'en passer, enfin, tu auras un vrai manque une fois qu'il sera plus là, c'est là que tu dis, ok, il me le faut absolument. Ouais, mais surtout quand il y a autant de personnes qui te disent ça. Mais c'est vrai que c'est à voir. C'est comme, il y a des produits qui sont comme ça. Ton téléphone, maintenant, tu peux plus t'en passer. Et on pourrait même pas t'expliquer pourquoi. C'est ça. Mais il y a des sentiments qui sont pareils. Et je pense que c'est... Maintenant, je pense que c'est aussi relié beaucoup à l'enfance, non ? Toi qui as eu plusieurs clients et clientes. Peut-être que toi aussi, en l'occurrence. Toi, ton parcours, ça a été... Quel a été en soi ton parcours ? Encore une fois, qu'est-ce qui t'a... Parce que tu parlais de blessures tout à l'heure. Quelles ont été ta plus grande blessure en soi ? Ma plus grande blessure, je pense que c'est l'abandon. L'abandon et le rejet. Ok. C'est parce qu'en fait, tu peux pas avoir qu'une blessure. Donc, tu as toutes les blessures, mais elles sont plus profondément ancrées. Moi, c'était l'abandon et le rejet, honnêtement. Parce que du coup, on va embrayer un peu sur mon histoire. Et c'est quelque chose de très profondément émotionnel. Ça m'a toujours impacté. Mais en gros, j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc, ma mère en 6e et mon père en 1re. Ok. Donc, c'était assez puissant. Et même, j'ai été adoptée à l'âge de mes 2 ans. Donc, ma mère m'a eu à 15 ans au départ. Donc, premier abandon, tu te rends compte ? Ouais. Premier abandon, dès ma naissance, tu te dis, mais enfin, je suis abandonnée, je suis rejetée, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, tu te poses la question, est-ce que je mérite d'être aimée ? C'est vraiment profondément ça au départ. Pareil, après, du coup, j'ai eu beaucoup d'amour par mes parents, mais ma mère, qui a été bipolaire d'ailleurs, a fait pas mal de séjours en hôpital psychiatrique. Enfin, c'était assez incroyable comme vie. C'était assez incroyable, assez atypique. Mais du coup, ça a forgé une résilience. Et j'étais aussi parentifiée, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Tu sais ce que c'est un peu parentifié ? De la définition que j'ai, c'est presque que tu deviens l'adulte dans ta relation avec tes parents. Ouais, exactement. Ouais. Par rapport à ma mère, c'était complètement ça. Elle pleurait, j'étais en train de faire « Ah, t'inquiète, je suis là. » Enfin, tu vois, j'étais vraiment en mode... en gros, j'étais déjà l'éponge émotionnelle, j'étais déjà hypersensible à ce niveau-là, je pense que je n'en avais pas conscience. Et parce que ma mère avait des problèmes de santé mentale, mais elle m'aimait profondément. Hein. Elle faisait de son mieux, comme dit mon mentor, du coup. Mon mentor Max, il me dit ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc elle a fait du mieux qu'elle pouvait, avec les éléments qu'elle pouvait, avec son histoire aussi. Et du coup, moi, elle s'est suicidée quand j'étais en 6e, du coup, comme je te disais. Et derrière, mon père, il s'est occupé de moi. C'était un héros. Franchement, mon père, c'est mon héros. Il y avait eu cette connexion dès que j'ai trouvé l'orphelinat, il y a eu cette connexion, je pourrais pas t'expliquer. Est-ce que tu te souviens du moment où tu les as rencontrés pour la première fois ? Je me souviens de ce lien avec mon père.
pas avec ma mère. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une relation différente avec eux. Mais avec mon père, c'était fusionnel. Je pouvais pas m'en passer. J'avais peur des hommes en plus. Ouais. Et pourtant, lui, c'était, je pouvais pas, je le collais tout le temps. J'étais toujours dans ses baskets et tout. Est-ce que c'est parce que aussi ta mère, t'avait une position un peu pas de supériorité, mais d'importance justement émotionnelle d'éponge, alors que ton père t'en demandait moins et t'avais cette relation d'égal à égal, en soi d'amis, voilà, tu lui dois rien. C'est dans l'idée, émotionnellement, tu ne lui dois rien, il ne te doit rien. Enfin, c'est difficile, c'est bizarre de dire ça, mais dans le sens où voilà, il n'y a pas de sentiment de supériorité ou de dépendance de l'un par rapport à l'autre. Les deux dépendaient l'un de l'autre et... C'était un choix. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un choix, on en revient au choix. Ouais. Mais ouais, c'est drôle ce que tu me dis, parce que du coup, ça a fait un déclic en moi. C'était en mode, j'ai toujours dit que ma mère, c'était comme une sœur. En gros, je la voyais pas comme ma mère, je la voyais comme une sœur. Donc ouais, c'est très puissant à ce niveau-là, de se dire que j'ai besoin que la personne en face de moi m'apporte quelque chose pour que je l'estime. C'est horrible. Non, mais dire ça, mais en même temps, c'est une vérité. Mais c'est une réalité, ouais. C'est une réalité. Et comme elle m'inspirait pas, entre guillemets, alors que mon père, il m'inspire, je sais pas comment il fait, mais il avait la tchatch, c'était un bon commercial. Il était dans le marketing, mais il pouvait vendre un peigne à un chauve. Ah oui, d'accord. Ouais, effectivement, c'est fort. Vraiment. Il m'épuisait. Il a même réussi à draguer une de mes profs de français. C'était limite ma belle-mère à un moment donné. Ah oui. Non, mais... T'avais des bonnes notes au moins ? J'avais des bonnes notes. Grâce à ça ? Non, j'aimais bien la prof en vrai. Ok, bah il faut, ouais, c'est mieux. Mais oui, mais non, j'aurais aimé, je lui ai dit, mais t'aurais pas pu être mieux, être meilleure en amour avec elle ? Ouais, t'aurais pas pu, et ma prof de physique ? Et ma prof de physique, ouais, prof de maths, mais c'est un mec. Ah ouais, bon, après, s'il t'aime vraiment beaucoup, il pourrait faire des choix. Il pourrait faire des efforts. Voilà, il pourrait faire des efforts. Bah ouais. Mais du coup, c'était mon héros. Après, il s'est remarié. Ok. Il s'est remarié avec une femme qui était qui manquait d'amour, cruellement d'amour, qui avait une faible estime d'elle-même aussi. Après, si elle me regarde, je l'aime. Oui. Je l'aime façon de parler, mais j'ai beaucoup d'amour pour elle maintenant parce qu'au final, ce que j'ai vécu avec elle, ça a forgé qui je suis encore une fois. Donc il s'est remarié et au final, ça s'est pas bien passé avec elle. Toi et elle ? Ouais, ça s'est pas bien passé avec moi, enfin elle et moi du coup. Il y a eu des violences verbales. Ok. Genre il m'a traité de salope, de pute. Ah oui, d'accord. Okay. De gamine qui faisait le trottoir. C'est n'importe quoi. J'avais 13 ans. Comment tu peux me dire ça, quoi ? Ah oui, là, ouais, dit comme ça. Ouais. Bah, même de toute façon, de manière générale, comment tu peux dire ça ? Point. Oui. Et encore plus à une fille de 13 ans, ouais. Mais je pense qu'elle était peut-être un petit peu jalouse, du coup. Et elle avait du mal à faire sa place. Surtout si elle en demandait beaucoup émotionnellement. C'est ça. C'est vrai que bien souvent, quand t'as un besoin émotionnel, mais crucial et énorme, de voir que de l'autre côté, elle avait des enfants. Elle avait une fille, mais elles étaient en froid. Ouais, bah en plus, elle devait être très certainement... Il y avait une part de jalousie, de dépendance, de besoin. C'est très malsain, au final. C'est super malsain, mais c'est exactement ça. Après, on ne peut pas lui en vouloir, tu vois. Elle était malheureuse. Et je pense qu'elle est encore malheureuse. Parce qu'elle cherche encore l'approbation des gens, de ce que j'entends dans mon entourage. Et ça m'attriste, parce que justement, c'est une fille qui est assez incroyable quand même. Franchement, elle avait vachement de potentiel. Et au final, elle a gâché son potentiel en étant méchante. Mais bon, voilà. Malheureusement, oui, on peut pas... C'est beau ce que tu dis, mais en même temps, on peut pas plaindre tout le monde. Non, on peut pas plaindre tout le monde. On peut essayer tous de les sauver, mais s'ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes... C'est exactement ça. C'est pour ça, donc je lui apporte vraiment plein d'amour, parce que je sais ce que c'est d'être vue entre guillemets la méchante dans l'histoire. Et je sais qu'elle fait de son mieux. Encore une fois, Max Piccinini me dit, on fait de son mieux. Elle a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Ouais. Donc, et du coup, violence verbale. J'étais placée en famille d'accueil pendant 1 an. Mon père, pendant cette période-là aussi, il avait eu un cancer généralisé. Donc c'est pour ça que j'ai dû être placée en famille. Et d'ailleurs, du coup, mon père est décédé, je crois que c'est 3 mois après le placement de la famille d'accueil. Donc, cancer généralisé, il est parti très, très rapidement. Je ne l'ai pas vu partir, mais j'étais préparée quand même. Donc, même si émotionnellement, c'était plus profond que ma mère, parce que c'était un lien plus profond, j'étais préparée et du coup, j'étais attristée. J'ai fait mon deuil très récemment, en plus. Ouais. J'ai fait mon deuil au bout de 10 ans. Mais il y avait ce côté aussi où j'étais préparée. Et j'avais mon ex-copain, mon premier amour, qui m'a toujours soutenue, toujours épaulée. Et franchement, merci à lui.
Franchement, merci à lui de m'avoir soutenue dans cette période-là, alors que j'étais pas une fille facile à vivre durant ça. Ouais, bah, j'imagine. Bah, rien que la frustration, parce que ton père, c'était ton sauveur. Bah oui, c'était mon héros. Il t'avait sauvé de tout en soi. Donc c'est vrai que de se dire ça, c'est fort. Moi, j'ai pas de... Bon, il y aurait ma mère éventuellement, mais ma mère, c'est un peu différent depuis quelques années, mais je me suis plus rapproché de mon père, justement, moi, récemment. Sur ces dernières années, je me suis plus rapproché de mon père et m'éloigner, malheureusement, de ma mère, parce que la vie a fait que c'était comme ça. Mais, et justement, toi, depuis cette relation avec ton père, est-ce que par la suite, tu as essayé dans chaque homme que tu rencontrais, essayer de le retrouver du moins un petit peu? Évidemment, évidemment, j'ai eu de la chance d'avoir du coup mon premier amour avant son décès. Donc je l'ai pas cherché, mais c'est vrai que tu connais les verres, le verre vide, le plus grand verre et le petit verre. Non. Et du coup la bouteille. Ouais. Tu vois la bouteille, elle est très grande, elle est très remplie. Si elle est vide, elle a besoin d'être remplie à nouveau très rapidement. Et là il y a ce petit verre, du coup qui n'a pas besoin d'être trop rempli. Et du coup selon les besoins de l'autre. Tu dois le combler, et si la personne te donne tout ce qu'elle peut avec le verre qu'elle a, ça remplira pas toute la bouteille. Ça remplira jamais. Okay. Et moi j'avais pas ce besoin-là au départ, mais avec la mort de mon père, du coup j'ai eu ce besoin-là j'ai switché avec la bouteille. Et derrière, lui il avait toujours ce verre parce que on s'était rencontrés comme ça, et au final j'étais jalouse, j'avais une faible estime de moi-même, j'avais pas confiance en moi. J'étais en colère, mais j'avais une colère en moi, c'était un truc de malade. Tout ce qu'il pouvait me dire, tout ce qu'il pouvait faire, alors qu'il a été incroyable jusqu'à la fin. Ça me correspondait pas, ça m'allait pas. Du coup, voilà. Donc, à un moment donné, on a fini par rompre. Et tous les hommes derrière, c'était que ça. C'était que de la dépendance affective. C'était que des personnes qui me comblaient pas émotionnellement parlant, même sentimentalement parlant. C'était terrible. C'était terrible. Pourtant, je suis toujours amie avec certains, parce que justement, ça n'empêche pas. Tu vois, ça n'empêche pas, mais ils pouvaient pas m'importer parce que du coup, j'avais pris cette bouteille-là, quoi. Ouais. Cette bouteille-là. T'es passé d'un verre à une bouteille. Exactement. Ouais. Donc, pendant que j'ai travaillé sur moi, j'ai repris mon petit verre, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, mais oui, il y a des femmes on en discute avec des amis d'ailleurs, il y a des femmes qui ont ce besoin encore à présent, et les hommes, ils peuvent pas apporter ça. Il y a des hommes qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont et leur verre, quoi. Et en soi, je trouve que c'est mieux que les hommes, justement, ne puissent pas autant apporter. Enfin, hommes comme femmes, parce qu'il y a des hommes qui ont des bouteilles également. Et justement, de chercher à ce que la personne te remplisse totalement, c'est malsain. C'est malsain. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Enfin, je l'ai vécu justement avec mon premier et mon seul amour, en soi, quand j'étais plus jeune. Ça a été... je pourrais dire que du bien de cette personne, parce que pour moi, il n'y avait que du bien à en tirer. Et moi, c'était plus au fur et à mesure du temps. Je pense un petit peu comme toi, au début, j'ai commencé avec un verre. Je demandais rien à personne, juste qu'on me laisse tranquille. Et est venue cette fille. Et ouais, c'est un sentiment... je sais pas, pour une femme, mais pour un homme, c'est un sentiment très particulier de se dire que quelqu'un t'aime. C'est magique. Ouais. C'est magique. Quoi. Et puis en plus, qu'il t'aime, mais parce que tes parents t'aiment, en soi, on cherche presque... c'est presque de la normalité. C'est normal. Entre guillemets, voilà. C'est comme quand mon père il me dit t'es bien habillé, ça va me faire beaucoup moins plaisir que si toi tu me dis t'es bien habillé aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, parce que toi tu me dois rien, entre guillemets. C'est vrai. Et là de se dire qu'il y a une personne dans le monde qui ne me doit rien, elle n'est pas sur terre grâce à moi, c'est pas moi qui l'ai éduquée, elle mange pas grâce à moi, elle fait rien grâce à moi, mais elle a quand même décidé de m'aimer pour ce que je suis. Ça c'est un truc de dingue. Et quand tu le perds, tu te dis mais personne ne pourra m'aimer comme ça. C'est juste pas possible. Pour moi, il y a plusieurs amours dans la vie. Il y a 3 amours. On entend tellement souvent dans le développement personnel. Tu as le premier amour, qui est hyper formateur, qui est hyper constructeur, qui révèle en toi des personnes, du potentiel que tu es. C'est un truc de fou. Et après, tu as le deuxième, où c'est très toxique. Donc, j'espère que tu ne l'auras pas de sitôt. Tu as l'amour très toxique qui arrive, et derrière, tu as l'amour de ta vie. Mais en fait, c'est pas le même amour que tu peux avoir avec le premier amour. Parce que c'est ce que tu disais, mais pour moi... L'amour, le vrai, c'est quelque chose de très puissant, mais à la fois, c'est quelque chose de très mature. Ok. Tu vois, en fait, c'est parce que tu auras grandi avec les sentiments que tu as pu vivre avec les autres personnes, les événements aussi que tu as pu vivre avec les autres personnes, et tu te dis, alors ça je veux plus, ça je veux. Et comme je te disais, ça devient un choix.
Donc l'amour, c'est un choix maintenant. Et du coup, c'est ça le plus grand amour. C'est quand tu as choisi l'autre, avec ses défauts, avec ses qualités, avec le fait qu'il peut te pousser vers le haut, parce qu'il te poussera vers le haut, le dernier amour. Ça, c'est une certitude. Il te poussera vers le haut. Et c'est ça qui est magique. Ouais. Donc pour moi, l'amour, c'est... Enfin, cet amour-là, c'est... Bon, en fait, je le vis à l'intérieur. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas, ça se vit. Mais c'est tellement un feu intérieur quand ça se passe. Je l'ai pas encore vécu, je précise. Hein. Je l'ai pas encore vécu, mais du coup, le troisième amour, ça va être c'est une dinguerie. Ah, ça, tu le vois comme ça? Ouais. Ok. C'est marrant parce que moi, du coup, c'est tout l'opposé. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Moi, je me suis toujours dit, j'avais vu, justement, je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps sur Insta où il disait, voilà, on ne peut aimer qu'une seule fois. On ne peut réellement aimer du moins qu'une seule fois. Moi, je sais que l'amour de ma vie, je l'ai rencontré, je l'ai eu. On est restés 2 ans ensemble, c'était génial. Je courais plus vite que Bolt, je jouais mieux au foot que Ronaldo et Messi réunis. J'étais le meilleur du monde. Parce qu'à ses yeux, j'étais le meilleur du monde. Et surtout parce que tu sais pas le revers de la médaille. Tu l'as pas encore vécu. Donc t'es pas encore sur la retenue, t'es pas encore, tu sais pas encore ce qui t'attend derrière quand ça va s'arrêter. Donc moi, encore une fois, il y a une grosse différence entre, je sépare complètement l'amour de ma vie que fut cette personne. Et j'aurai toujours quelque chose pour elle. Même si je ne veux pas qu'elle revienne dans ma vie, je saurai toujours ce qu'elle fait. J'aurai toujours ce côté protecteur. Parce qu'elle a fait partie de moi. Ça a été la première que j'ai aimée, réellement. Sans condition, sans rien. Juste parce que c'est elle. Et la prochaine sera la femme de ma vie. Mais ça sera pas du tout la même chose. Ouais. Ça sera aussi beau, dans l'idée. Mais j'aurai pas ce sentiment de retenue non plus. Mais je sais que ça sera 2 choses complètement différentes parce que elle, ça aurait été la première personne à m'apporter ça, à me faire découvrir ça. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, c'est assez drôle parce que moi, je pensais pareil avant de retrouver mon deuxième amour, qui était très toxique. Pour moi, c'est l'amour de ma vie. Ça, je lui ai dit, hein, parce que je lui ai posé la question quand même, si j'avais le droit de parler de ça aujourd'hui. Il m'a autorisé à le dire, donc oui, pour moi, c'était l'amour de ma vie. Ce mec, c'était... Et pourtant, je pensais au départ que mon premier amour, c'était l'amour de ma vie. Mais en fait, on n'aime pas de la même manière quand t'es jeune. Quand t'as 17 ans, quand t'as 18 ans, t'aimes, mais de la manière où tu penses savoir aimer. Ouais. Et derrière, par contre, comme tu grandis, tu aimes différemment. Oui, t'as plus de barrières. Mais c'est ça qui fait la beauté du chemin, c'est parce que du coup, t'as des barrières, mais t'y vas quand même. Ouais. Tu vois? Ok, ouais, je vois complètement. Oui, parce qu'au début, c'est facile, entre guillemets. Mais ouais, parce que t'attends pas. Ouais. Alors que là, donc, en soi, c'est un peu comme le principe de l'entrepreneuriat. Si tu réussis d'un coup, tu sais pas vraiment ce que tu as vécu. Et tu sais pas la réelle difficulté que normalement est la chose. Alors que de réussir à 20, à 40, 50 ans après plusieurs échecs, c'est là que tu l'apprécies beaucoup plus parce que tu te rends compte de à quel point ça a été difficile de l'atteindre. Et oui, c'est ça. Ok. Regarde, comme quand à chaque fois, ça me fait penser à Kevin et Adrien, mais quand les deux, t'as vu comment ils ont fait ce côté, ils ont perdu plein d'argent et derrière, ils se sont reconstruits. Et tu vois, ils ont avancé. Oui, parce que c'est ça je trouve que c'est ça la différence et c'est presque, c'est pas injuste parce que c'est comme ça, mais c'est complètement l'opposé entre l'amour et l'entrepreneuriat. Il n'y a pas plus opposé. Parce que tu fais un premier business, ça marche pas. Bon, tu te remets en question, tu vois où ça n'a pas marché, et la prochaine fois, tu ne feras pas la même chose. Tu retravailleras, donc du coup, il y aura de nouveaux problèmes qui vont arriver. Donc tu retravailleras encore une fois, mais parce qu'il y a une recette miracle. Alors que pour l'amour, c'est là où c'est encore plus frustrant, c'est qu'avec une première personne, t'es comme ça fonctionne pas. Tu te rends compte que, et c'est là où tu te rends compte qu'il faut surtout pas se travestir, mais t'es comme ça, tu vois qu'au final, ça matche pas avec la personne. Ok, la prochaine fois, je serai un peu moins comme ça et un peu plus comme ça. Et tu rencontres une autre personne et tu te rends compte que en fait, c'était le toi d'avant qui collait parfaitement. C'était nickel, sauf que c'est trop tard un peu. Enfin, t'as tenté le coup, t'as pas réussi. Ouais. Et c'est encore plus frustrant parce que tu te dis, en fait, là, le moi sur lequel j'ai pas besoin en soi de travailler parce que c'est mon moi naturel, il aurait suffi. Mais tu vois, ce qui me fait rire, c'est que du coup, tu me dis, on a différentes croyances. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de recette miracle. T'as beau, tous les coachs sur Insta, etc., te disent, il y a une recette miracle, mais il n'y en a pas. À chaque fois, moi, j'ai suivi des formations avec des personnes qui me disaient, si tu dois faire ça, ça, ça. Il y a une personne qui me disait, tu fais ça, l'autre, ça. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, mais laissez-moi être qui je suis. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Et derrière, ça pulse. En fait, c'est quand j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire, mais devenir ce que je suis, que ça commençait à pulser.
sans les recettes miracles des coachs, tu vois. Et ben l'amour, c'est pareil. En fait, si c'est pas simple, je mets entre guillemets si c'est pas simple, c'est que c'était pas forcément la bonne personne pour toi, parce que normalement, c'est censé être, entre guillemets, ce waouh quand tu le rencontres. C'est en mode waouh, c'est ok, je peux être moi-même, ça y est. Ouais. Si t'es pas toi-même et que tu mets un masque, c'est qu'il y a un truc qui pose problème. Oui, alors après, est-ce que c'est par rapport... Est-ce que on en revient au truc de... Est-ce que tu mets le masque parce que tu as peur de renvoyer qui tu es réellement, ou est-ce que tu mets le masque par volonté de plaire vraiment à la personne en face? Alors, ouais, là on pourrait discuter des heures de ça, hein, franchement. Parce que pour moi, tu mets un masque quand tu as peur de pas être aimé par l'autre. Ok. Parce que tu te dis, en fait, cette personne, elle a quelque chose que j'aimerais avoir, parce qu'elle m'inspire, elle m'attire, enfin, quoi, peu importe. Mais j'ai l'impression que je pourrais pas être assez avec elle. Je pourrais pas être assez pour qui je suis. Ok, ouais. Donc c'est la peur d'être aimé, en fait. De toute façon, t'as deux peurs dans le monde. C'est une peur de ne pas être assez et peur d'être aimé. C'est une réelle peur d'être aimé? Bah, tous les coachings que j'ai eus, moi, c'est souvent ça. Hein. Ok. Parce qu'après, en général, ça découle d'autres choses. Mais la peur d'être aimé, c'est profondément ancré. Quand tu vois les personnes, ils ont quand même une sacrée... les personnes, ils ont quand même la valeur de l'amour qui est assez élevée. Moi, c'est la première, mais il y a des personnes qui ont au bout de... C'est la 5e. Mais de toute façon, ça drive tout le monde. La famille, les amis, etc. Si tu n'avais pas aimé, comment tu veux les avoir? Ouais. Oui, c'est vrai. Mais je vois ça comme... Enfin, je comprends complètement ce que tu dis, c'est vrai. Et est-ce que c'est justement... La peur d'être aimé, ça vient justement parce qu'il y a une remise en question constante, justement, et de se dire, au final... t'as peur d'être aimé, pourquoi? Parce que t'as été déçu peut-être une première fois, ou du moins ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer dans ton inconscient et dans l'idée que tu te faisais de l'amour. Et donc du coup, tu te dis, non, mais encore une fois, j'ai pas envie de refaire ça, parce que tu te dis, j'ai pas envie de redevenir la personne que j'étais avant, faible, entre guillemets. Moi, je vois ça encore une fois d'un point de vue masculin, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je le sais. Oui, du coup. Et justement, j'avais ma meilleure amie qui m'a connu justement quand j'étais en couple avant, et qui m'a dit, mais non, mais en vrai, voilà, t'as travaillé dessus, t'as évolué, machin. Et c'est là où j'ai fait une rétrospection, et je me suis dit, mais non, j'ai pas évolué. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai préféré... Tu vois, t'as vu le film Vice Versa 2? Oui. Il est incroyable, ce film. Génial, j'adore. Ouais, franchement, incroyable. Et j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai pris ma personnalité d'avant, je l'ai arrachée, je l'ai envoyée à la poubelle, et j'en ai reconstruit une nouvelle autour. En me disant, bon, voilà, faut que je sois plus... pas calculateur, mais plus froid, plus en retenue, plus distant aussi. Et ça a bien marché. Ça a super bien marché. D'un point de vue personnel, j'étais le plus heureux du monde parce que je ne me posais pas de questions. J'étais entre guillemets égoïste. Je faisais pas plaisir aux autres si moi ça me faisait pas plaisir. S'il y avait rien qui allait, j'allais pas me sacrifier pour quelqu'un d'autre. Et là justement, plus récemment, j'ai eu ça et c'est comme pareil, ma personnalité d'avant qui ressort. Donc pas plus faible, mais plus empathique, plus gentil, plus ceci, plus cela. Et tu te dis, mais non, mais j'ai pas envie qu'elle revienne, toi. Reste là où tu étais, c'était très bien, tu gênais personne. Et là, du coup, il y a cette collision entre ces deux personnalités, et tu te dis, putain, mais comment je vais faire? Alors, de ce que je comprends, du coup, tu me dis, tu as reconstruit ta personnalité, mais est-ce que tu as travaillé vraiment sur le fond du fait que tu as voulu enlever tout ça? Non. Ah ouais, non, du tout. Ah oui, non, oui. du tout. Moi, je me suis dit, le problème, il est réglé. On va faire une suppression complète. Voilà, j'ai supprimé le dossier, j'en ai recréé un nouveau, et roule. Sauf que je pensais que j'avais supprimé vraiment ce dossier. Mais c'est comme les virus sur un ordinateur. Je sais pas si ça existe encore, mais ouais. Voilà, c'est comme les virus. Si tu désinstalles l'application, mais que par contre tu remets une application qui a un virus dedans, dans tous les cas, ça reviendra. Donc je suis un virus. non. Mais oui, ça veut dire que t'as ce côté très empathique, mais du coup t'as montré ta vulnérabilité à l'autre personne. Donc ça veut dire que t'avais une armure que t'as émise. Ouais. Il y a un mec que j'avais rencontré qui m'avait dit ça. T'es une guerrière, t'as une armure et tout. Ça m'a marqué. Je me suis dit, mais il est sérieux, lui? Et au final... T'es pas plus ouverte. Non, il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit, t'as une grosse armure, que j'étais très blessée. Il avait raison. Il avait raison. Et du coup, il m'a fait ce déclic et il fallait que je montre ma vulnérabilité. Et ce que t'es en train de faire avec cette nana,
enfin, ce que tu étais en train de faire avec cette nana-là. Et justement, ça veut dire que peut-être que cette nana-là te laissait être qui tu étais, vraiment. Ouais, et du coup, il y a eu cette... mais justement, il y a eu le revers, encore une fois, de la médaille, de la frustration, de se dire que, putain, encore une fois, mon ancienne personnalité, enfin, la personne que je m'étais construite, était bien pour ça. Tu vois ? Mais c'était pas vraiment moi, au final. C'est ça qui m'a fait très bizarre, c'est que c'était pas non plus un personnage, parce que maintenant, ou si c'était un personnage, c'était devenu ma vie, donc ça m'allait très bien, et j'avais pas besoin de faire d'efforts pour ça, je forçais pas, ni rien, c'était naturel. Mais ouais, quand elle est revenue, je me suis dit, purée. Et on en reparlait justement, où voilà, ma définition de ce qui est... Et c'est là où je me suis rendu compte que je voulais être un grand homme. Oui. Et ma définition d'un grand homme, sur le moment, c'était que tout doit être au milieu. Voilà. Être ni trop bruyant, ni trop muet, ni trop ceci, ni trop cela. Et justement, là, en retravaillant dessus récemment, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Oui. Maintenant, la définition de ce que je fais d'un grand homme, c'est qu'il est tout le temps dans les extrêmes. Enfin, il est capable du moins de gérer les extrêmes, mais il a cette faculté, cette maturité, cette intelligence de savoir quand utiliser cet extrême-là. C'est exactement ça. Quand tu sais gérer tes émotions, c'est quand même quelque chose qui est très game changer. En fait, là, nous, on est beaucoup dans un monde où on est dans la dualité. Entre le côté où il faut toujours être en mode smile, alors qu'en fait, non, il y a des moments où tu vas pas bien. Mais laisse passer le train de tes émotions. J'ai failli dire un mot. Mais laisse passer le train des émotions, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait que tu deviens une meilleure version de toi-même chaque jour. En fait, j'apprends de plus en plus la non-dualité. Tu vois ce que c'est un peu ? Non. Enfin, je me fais une idée, mais dis-moi. La non-dualité, vraiment, c'est accepter toutes tes parts. Que ce soit des parts d'ombre ou des parts de lumière. Okay. Mais moi, je suis complètement H24 dans la non-dualité, parce qu'il y a un moment donné où j'ai très bien, mais l'autre où j'ai plus envie de voir personne, etc. Parce que ma coupe émotionnelle est trop pleine. En tant qu'hypersensible, en plus, elle est beaucoup plus pleine que les autres. Mais il y a des moments où, j'accepte que ça se passe. Et en fait, c'est ça qui fait que te faire grandir et de faire comprendre, mais il y a des choses à travailler encore, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille encore ? Et là, t'avances, et tu dis, ok, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de se dire, je suis stressée aujourd'hui, j'étais stressée au départ, et là, en fait, je kiffe ma vie. Ouais. Tu vois ? Les deux extrêmes, c'est pas être bipolaire, c'est pas être schizophrène. Non, c'est juste être toi. Ouais. Être pleinement toi, être vulnérable. Ok, ouais. Oui, c'est vrai que pour le coup, ça a du sens, ce que tu dis. Ça marche pour tout. Du moment que tu sais maîtriser, encore une fois, après, tu deviens un caméléon. Mais pas dans le mauvais sens du terme, où justement, tu sais te travestir au bon moment pour plaire aux gens, ceci, enfin, même s'il y a un peu de ça, même si inconsciemment, tu vas le faire. Mais c'est vrai que de se dire, ok, là, de t'accepter en soi. Et de, justement, parce que sinon, ça te bouffe une énergie, mais folle. Des fois, de se dire, je vais être trop ceci, ou je vais être que gentil, ou je vais être que ceci, ou que cela. À la fin, ça te bouffe une énergie de folle. Et ça, c'est vrai que avant, j'étais très comme ça. Mon meilleur ami de l'époque, que toi, t'as pas connu malheureusement, était très dans les énergies, lui. Et il m'a beaucoup aidé par rapport à ça, énormément. Au final, bon, on s'est pris la tête, on s'est séparés, c'est pas grave, mais j'en garde que des bons souvenirs par rapport à ça, parce qu'il m'a énormément aidé, justement, d'un point de vue énergétique, parce que avant, j'étais le mec très cartésien, non, t'es gentil, tes énergies, allez, va là-bas. Moi, je suis comme ça me va très bien, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais plus il m'en a parlé, et plus j'ai commencé à regarder, justement, à être attentif à ça. Je me suis dit, il n'a pas forcément tort, hein. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé où je me suis dit, mais purée, il avait raison, ou je l'ai pensé en amont et ça s'est produit. Voilà, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là. Évidemment. C'est vrai que tu te dis, mais attends, c'est dingue. Et justement, avec Exacou, parce qu'il faut dire quand même comment on s'est rencontrés, c'est incroyable, c'est un coup du hasard de dingue. C'est un DM sur Insta que je t'ai envoyé. Sur Facebook. Sur Facebook, en plus, sachant que je n'utilise plus du tout Facebook, et toi non plus. Et on s'est rencontrés comme ça, c'était justement pour le Business Club. C'était pour le Business Club à la base. Et en plus, j'avais déjà eu une invitation du petit Clément qui m'avait dit hey, viens chez Exacou. Je lui ai dit non, laisse-moi avec ton truc, j'ai des trucs à faire. Et un mois plus tard, tu m'envoies un petit message pour me dire mais en fait, j'ai un club à te présenter. Je lui dis mais attends, mais. Comment il s'appelle ton club ? Mais en fait, c'est ça que je t'avais demandé, mais il s'appelle comment ? Et tu me dis Exacou, et je me dis mais incroyable, il y a un copain qui m'en a parlé il y a un mois de ça. J'avais dit non.
Mais là, c'est peut-être le destin. Je me dis, il y a vraiment un truc à faire avec ce club. Et du coup, j'ai fait une présentation avec toi et Corentin. Ouais. Et les énergies, elles ont vachement matché au final. Vous êtes incroyables tous les deux. Vous êtes tellement inspirants, mais chacun de manière différente. Toi, t'es inspirant parce que t'as une super éloquence. J'adore, moi. C'est gentil. J'adore. Et Corentin, il a une profondeur d'esprit. Et il va profondément dans les gens pour comprendre les attentes que l'autre a au niveau du business. Oui, c'est vrai. Et même en tant qu'humain. Mais oui, même en tant qu'humain, oui, c'est clair. Mais même toi, t'as ce petit rayon de soleil aussi, mais ça me tue à chaque fois parce que c'est vraiment les deux extrêmes, mais quand même très complémentaires. Ouais. C'est marrant parce que moi, je me sens justement, au niveau de ma personnalité, je me sens plus proche de Corentin que de Neil, par exemple. Ouais. Après, Neil, moi, je l'adore aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Il a cette profondeur, mais très, très plus. En fait, il a. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, mais moi, je vois, je sais pas comment expliquer ça, mais je vois l'énergie. Mais c'est comme s'il y avait un feu qui bouillait en eux. Mais lui, il a ce feu puissant en lui. Ouais. Mais en fait, il le montre pas parce qu'il a. Non, je sais pas. Je vais pas me rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a ce truc qu'il ose pas encore trop se montrer par peur d'être trop dans l'ego. Je pense que c'est même un peu plus profond. Enfin, c'est pas une question d'ego. C'est une question de, parce que j'avais eu ça, ce truc aussi. J'en parlais pas. Je parlais pas de. Enfin, c'est une rage intérieure. Enfin, le feu, on peut le caractériser par de la rage. Et de se dire que si t'ouvres, tu sais, c'est comme une cheminée. Tu vois, si t'ouvres un petit peu les portes, t'as toute la fumée qui va partir. Ça. Et tu vas perdre de cette rage parce que tu vas en discuter avec les autres. Eux vont te donner leur point de vue en disant non, mais t'inquiète pas, relativiser. Faut pas se tempérer, mais est-ce que t'as pensé à ci, pensé à ça? Et sur le moment, t'as pas envie d'y penser, et ça te sert, parce que cette rage te permet d'aller vers l'avant, de l'avant, et de tout défoncer, parce que c'est ça le but. Ouais, clairement. Et c'est vrai que, il y en a certains, comme toi et moi, je pense, on se nourrit quand même vachement des autres, au niveau de notre rage, justement, intérieure, notre feu, pour continuer de l'envoyer, etc., etc. Lui, il a pas tant besoin des autres, et au contraire, il en a pas besoin du tout, parce que s'il commence à s'ouvrir aux autres, il va perdre cette rage. Oui, et c'est ça. Parce qu'il va être confronté à des gens qui ont vécu les mêmes problèmes. Donc tu vas relativiser, tu vas dire en vrai ça peut arriver aux autres. Donc tu vois, ton feu il va commencer à baisser un petit peu parce que tu vois plus ça comme une injustice, tu vois juste ça comme de la vie. Ouais. Donc c'est vrai que pour ça. C'est vrai qu'en général quand tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, et en fait t'as cette rage de vivre, t'as cette rage d'aller plus loin toujours. Je répète toujours, j'ai vraiment un problème avec Fort Boyard. Un jour ils vont devoir me prendre en animatrice, ouais. Vraiment, ils vont vraiment devoir me prendre en tant qu'animatrice pour le faire, mais en fait, on a toujours envie d'aller plus loin parce qu'on a cette rage, on a cette envie. Il y a parfois ce côté reconnaissance, même si c'est parce que c'est un des besoins fondamentaux de toute façon, avec la pyramide de Maslow, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci. J'avais peur de dire des bêtises, mais c'est totalement ça, avec les 7 besoins fondamentaux. Mais en fait, ce besoin de reconnaissance, il est totalement humain. Et c'est ça qui te drive généralement. Et du coup, forcément, je ne sais plus où je veux en venir. Par rapport à justement Neil, Corentin, et ce besoin de reconnaissance, de garder ce feu intérieur, etc., etc. Ouais, ce besoin de reconnaissance, et du coup, lui, il est drivé par ce besoin de reconnaissance parce qu'il adore, il le dit, il adore être reconnu, mais en gardant en lui son feu intérieur. Et nous, on se nourrit parce qu'on aime bien être reconnu, on aime bien recevoir la reconnaissance des gens, dire ouais, t'es incroyable, t'es hyper inspirant, etc. Ça nous fait plaisir parce qu'on a tellement travaillé sur nous, on a tellement eu des événements difficiles dans notre vie qui, au final, nous ont drivé pour arriver jusqu'au là. Et du coup, cette reconnaissance, c'est en mode, c'est l'apothéose. Hein. Ouais. C'est l'apothéose, ce feu intérieur qu'on a. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est comme, j'en avais parlé, je crois, avec toi, de mémoire, et avec ma petite sœur également, sur les 2 formes de charisme. Pour moi, il y a vraiment que 2 formes de charisme. Voilà, il y a le charisme justement de Neil, et il y a le charisme de Corentin, de Rodolphe, et d'Adrien également. Ouais. Où tu te dis, les mecs, ils se servent des autres, ils ont ce besoin des autres, ils captent les énergies et ils se fondent très bien dans plein de groupes différents. Ouais. Parce qu'ils ont ce besoin-là, ils prennent de la place aussi, parce que ça leur va bien, pas parce qu'ils l'imposent, ça se fait naturellement. Et donc du coup, c'est un charisme de gens où, quand tu le vois, tu te dis, je vais le suivre. Mais je vais le suivre à ses côtés. Ah, mais ils ont une vision. Voilà, côte à côte. Enfin voilà, je veux être de cette aventure parce que je veux en bénéficier également. Neil, c'est un charisme un peu plus comme mon petit frère, justement, où mon petit frère est pas du tout comme Carla Marie et moi. Il est plus solitaire. Il est pas dans beaucoup de groupes, mais il a quelques amis où eux, pour le coup, ça a pris du temps pour qu'il rentre dans son cercle à lui, parce qu'il fait pas rentrer tout le monde. Ouais.
Alors que ma sœur et moi, on fait rentrer un peu tout le monde, mais bon, c'est très sporadique, quoi. C'est un cercle très, très grand, mais au final très restreint dans le très proche. Et tu te dis, mais lui, c'est un charisme très différent où tu te dis, je veux le suivre, mais de loin, pour voir justement ce qu'il va faire. C'est un côté mystérieux de se dire, ok, je veux voir ce qu'il va faire, parce qu'il n'en parle pas, mais juste, étant donné qu'il n'en parle pas, il n'a pas vraiment ce besoin de reconnaissance, alors qu'au final, il aime bien justement que les gens se disent, ah ouais, c'est lui. Il adore. Quand quelqu'un passe, quand il passe à côté et qu'il chuchote. Ouais, voilà. Il adore. Franchement, il adore. Il kiffe. Il le dit. Oui, tu m'étonnes. Mais je comprends totalement. Je serais pareil. Hein. Ouais, clairement. Mais ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime beaucoup la profondeur de Neil aussi. Et moi, il me drive aussi. Enfin, il m'inspire, ce mec. Après, c'est vrai que moi aussi, je me rapproche plus de Corentin, Rodolphe, Adrien, parce que justement, on appelle ça des leaders charismatiques. Ouais. On a vu ça. Nous, on est ça. Du coup, on a fait le test. Oui, d'après le test, s'il est bon, on est leaders effectivement. charismatiques. Donc, on a envie d'aider les gens. En fait, ça nous pousse à les inspirer. Et derrière, on envoie du lourd. C'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Ouais. Donc, non, c'est cool. C'est vrai que Neil, ça fait plus... t'as ce besoin d'aller le voir. Si tu vas pas le voir, il va pas venir te voir. Oui. Et ça, c'est normal aussi. Enfin, c'est logique. Ça va pas paraître bizarre. Ça juste, on n'a rien à se dire. Alors que justement, avec les autres, c'est comme Kevin. Oui, Kevin, il est pareil. Ouais. Mais au final, j'adore parler avec ce genre de personnes. Et j'adore évidemment Adrien, Corentin, Rodolphe, mais il m'apporte quelque chose il me conforte dans une vision que j'ai déjà. Ouais. Voilà. Alors que Kevin et Neil, ils me font penser de manière complètement différente. Et tu te dis, ah ouais, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est une vraie bonne idée. Encore une fois, c'est de se dire, c'est comme le principe de le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Il y en a certains qui vont le voir à moitié vide pour des bonnes raisons, et d'autres qui vont le voir à moitié plein pour de très bonnes raisons également. Les deux ont raison, mais ils voient juste, c'est une perspective différente. Et c'est bien d'avoir ces deux perspectives. Et moi d'être dans un groupe comme ça. Moi, Kevin me fait trop rire parce qu'il est... En fait, on le voit, il est hyper stable, il est hyper tranquille, mais il a tellement En fait, t'as raison, c'est comme Neil, ils ont ce feu intérieur, ils en parlent pas beaucoup, mais ils envoient du lourd. Ouais. Ils envoient du lourd, j'ai jamais vu ça, ce genre de personne. Moi, il m'inspire énormément, en tout cas. Ouais. Et quand je me retrouve à côté de lui, je suis pas forcément très intimidé par beaucoup de personnes. Mais Kevin, je me dis toujours, ok, réfléchis à ce que tu vas dire. Ouais. Fais très attention à ce que tu vas dire, parce que ce serait vraiment dommage de passer pour un idiot. Et de se dire, ok, là, c'est ce mec-là, si je lui parle, il faut absolument que je lui apporte quelque chose. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Il faut que je lui apporte. Parce que et en plus, et justement, étant donné qu'on est très différents, à chaque fois que je lui dis quelque chose, il fait, ouais, mais non, mais regarde comme ça. Oui. Tu vois, il va jamais dans mon sens. Et je me dis, putain, mais t'es complètement stupide, mon pauvre ami. et au final, tu te dis, ah ouais, mais non, mais effectivement, ça te permet encore une fois on est complètement différents. Donc au début, ça fait bizarre. Tu te dis, est-ce que t'es vraiment à ta place? Mais au final, non, parce qu'il est génial. Les deux sont géniaux. Forcément, je suis plus. Dès que je les ai rencontrés, parce que moi, j'ai été au premier Afterwork de Paris, donc j'ai vu l'évolution du club qui est incroyable. Et puis, alors, toi, depuis que t'es arrivé, c'est juste exponentiel, c'est incroyable. Mais tu vois, effectivement, et Adrien, moi, c'est cette énergie. Adrien, il a une énergie, mais folle. Il faut vraiment le voir pour le croire. Ouais, clairement, ouais. J'ai toujours cru que j'allais vite, dans ma tête, que ça allait bien. Ouais. J'avais les connexions où il fallait, là où il fallait. Alors lui... Mais lui, ça m'étonnerait même pas qu'il ait HP. Il a tellement de choses en tête, mais je sais pas comment il fait pour tout gérer, pour être sur tous les fronts. Après, on discutait avec Corentin en présentation, mais il disait, ouais, lui, il a tout réussi. Bon, après, sauf personnellement parlant, mais... C'est un truc puissant, tout ce qu'il a réussi professionnellement parlant. Mais il s'est toujours relevé. Il a une résilience, mais même son histoire de vie. Ouais. Même son histoire de vie. On va pas en parler là, mais il a une histoire de vie hyper puissante. Un peu aussi, en fait, un peu similaire à la mienne au final. Et tu vois, quand il en est arrivé là où il en est, après plein de difficultés. Bon, il avait quand même une bonne base, mais plein de difficultés. Il s'est quand même fait, il y a eu du harcèlement, etc. Mais je trouve ça dingue de se ressortir et d'être toujours plus fort, toujours plus haut. Et surtout toujours joyeux. Et toujours joyeux. Parce que ça aurait été tellement plus simple. Il y en a tellement qui se seraient renfermés sur eux-mêmes et qui auraient dit de toute façon, mais ouais. c'est pas pour moi, tant pis, je vais pas chercher à aller plus loin, justement. Ça, c'est cette résilience que je trouve folle. Mais chaque fois, les gens comme ça, je me dis, mais c'est vous qui avez raison. C'est vous qui êtes là, parce que encore une fois, c'est tellement plus simple de s'asseoir dans son canapé, de prendre un pot de Nutella et de regarder Netflix. Et non. Toi, tu te dis non, ça marche pas comme ça. Parce que t'as des rêves. Après, on n'a jamais eu vraiment le choix, je pense. Hein.
C'est soit on pleure, soit au final, on se dit ok, on a vécu ça, ok, bah faut se relever, on y va. On se lève, on va kiffer notre vie, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes et on va tout casser. Ouais. Et c'est ce qu'on fait en général tous. Ça sert à quoi de se lamenter dans tous les cas sur ton sort? Là, c'est un peu violent ce que je dis, mais... Ouais, bah complètement. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu vas faire de plus qu'est-ce que tu vas devenir si tu te morfonds sur la mort de tes parents, par exemple? Bah, je pense pendant que quelques temps. Ouais, bien sûr, il faut quand même un minimum. Pendant quelques temps, Bah, je pense qu'il y en a certains qui font ça parce qu'ils se disent... alors qu'au final, c'est tout l'inverse. Hein, ça leur porte pas du tout prestige ni quoi que ce soit. Mais ils se disent, si je pense pas à eux, je les oublie. Ouais. Et de passer à autre chose, ça va forcément faire que je vais les oublier. Tu les oublies jamais. Non, voilà. Et en plus, c'est pas du tout ce qu'ils voudraient de base. Il n'y a pas un parent qui voudrait que son fils ou que sa fille se morfonde sur sa mort à côté de sa tombe ou quoi que ce soit. Ouais, clairement. Voilà. Et au contraire, il dirait, mais prends l'énergie. C'est ça que je t'ai inculqué. Prends mon énergie, va de l'avant. Vas-y, maintenant on est deux, on marche ensemble. Donc go, c'est parti. Ça. Mais c'est exactement ça. Mais les parents, oui, effectivement, on les a perdus. Mais derrière, en fait, on a tellement reçu l'amour qu'ils nous portaient, ils nous ont tellement inspirés, ils nous ont tellement inculqué des valeurs, qu'au final, tu peux que porter ces valeurs sur toi pour les autres aussi. Moi, je sais que ma mère, elle était bipolaire, mais en fait, elle m'a donné tellement d'amour, elle était tellement joyeuse, même dans ça ça me fascinait, ma mère, par rapport à ça, d'ailleurs. Mais elle était tellement déprimée, dépressive, mais pourtant, elle souriait tout le temps. Ouais. Mais elle avait une résilience jusqu'à un moment qui était incroyable. Elle a vécu des choses traumatisantes, elle a vécu des viols, etc. Mais elle a réussi à s'en sortir toujours. Je comprends. Ce genre de personnes, ça m'inspire de malade. Parce qu'elles arrivent toujours à se relever. À un moment donné, effectivement, c'est trop lourd à porter. Mais elle a réussi à porter jusqu'à 52 ans quand même. Ouais. 52 ans, elle a réussi. C'est beaucoup. Ah, c'est énorme. Elle a dû porter une gamine aussi de mon âge. Oh, franchement... Ouais. Franchement, ouais, non, je dis que j'étais parentifiée, mais il y a beaucoup de côtés positifs à ma mère aussi. Tu vois, oui, bien sûr. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et tu vois, on l'oublie pas. On l'oublie pas. Je parle toujours d'elle. Les vacances que j'ai passées à Biarritz, je m'en souviens encore, tu vois. Il y a tellement de choses qui sont encore ancrées en moi et que j'oublierai jamais, que tu peux pas. Quand c'est ancré dans ton cœur, c'est dans ton cœur. C'est pareil pour mon père. Ouais. Mon père, c'était mon héros. Je raconte toutes les histoires. À chaque fois que je vois quelqu'un, je raconte des histoires de mon père. Je dis, c'était un gros charreau. Il a dragué. Super, quelle histoire. C'était un gros charreau, mais il était très, très commercial. Il était très bienveillant. Il m'a toujours fait passer. Il a toujours fait passer son bonheur après le moi. Ouais, c'est ça. Même les femmes, parce que moi, franchement, j'étais pas facile à vivre. Hein. Je le dis, hein, j'étais pas une fille facile à vivre quand j'ai perdu ma mère. Et j'envoyais toutes mes belles-mères chier. Et au final, il voyait que ça me plaisait pas, que j'étais malheureuse. Il larguait ses copines. Ok, ouais. Il faisait passer mon bonheur avant le sien. C'est ouf. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, la plupart diraient, non mais écoute, je comprends, certes. Tu dois faire un pas quand même vers l'autre, au moins. Et dire, écoute, là, faut que tu te calmes. C'est différent. Elle pourra jamais remplacer effectivement ta mère. Non. Mais fais au moins un effort. C'est ça. Tu vois, parce que j'imagine que de toute façon, l'effort n'avait pas été fait. Et c'est même pas une critique. Hein. Clairement bien pas. Au contraire. Clairement pas. En même temps, c'est tellement dans le frontal que tu te dis, non, mais j'ai pas envie. Parce que... Ouais. Et en même temps, c'est vrai que c'est dommage pour l'autre personne aussi. Mais en même temps, il y a tellement d'histoires comme ça où, surtout toi, c'est même pas comme s'ils avaient divorcé. Ils ont divorcé en amont. Ah. Ils avaient divorcé en amont aussi. Ok. Et tu lui en as pas voulu? J'en ai pas voulu. Non, en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est mon père qui est parti quand même. Ok. Parce que ma mère était difficile à vivre. Bon, voilà, c'est compliqué, hein, mais ouais, elle était difficile à vivre avec sa maladie, mais on savait pas qu'elle était malade. Okay. On savait juste qu'elle avait des sautes d'humeur. Donc on comprenait pas. Mon père, il en a eu marre. En plus, elle était alcoolique à un moment donné. Il avait vraiment été alcoolique. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais pendant très longtemps, il était alcoolique. Il a arrêté du jour au lendemain parce que du coup, il a été drivé pour le pourquoi, très important en entrepreneuriat, mais le pourquoi aussi pour avancer, c'était moi, parce que j'ai pleuré parce qu'il devait m'amener au parc d'attractions. J'étais dégoûtée, je devais aller... je crois que c'était au parc d'acclimatation, au jardin d'acclimatation, et il dormait parce qu'il avait trop bu. Ah, ouais. Et du coup, j'ai pleuré toute l'après-midi, j'ai pleuré quand il s'est réveillé. Il m'a dit, bon, j'arrête de boire, il a arrêté de boire du jour au lendemain. Pour t'emmener au parc d'acclimatation. Au jardin d'acclimatation. Non, enfin... Ouais, mais enfin... Non, pas que pour ça. Non, bien sûr. Bien sûr, il y a eu plein d'autres choses. Parce que bon, tu te dis, pourquoi t'as arrêté de boire? Pour emmener ma fille au jardin d'acclimatation. Maintenant, elle a 40 ans, mais je continue de l'emmener, c'est pas grave.
Mais non, mais c'est incroyable, oui. C'est incroyable. Ouais. Parce que ça lui a fait un électrochoc. Ça lui a foutu un électrochoc. Et pourtant, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres électrochocs comme ça. Donc après, il a été papa exemplaire, tu vois. C'est pour ça, en fait, je pense que c'est mon héros, c'est parce qu'il a réussi à arrêter. Alors que ma mère aussi, hein, mais... Ah, tu vois, la dualité, là, c'est la dualité. Les deux poids, deux mesures, ouais. Donc non, au final, non, mon père, c'était... Ouais, c'est waouh, il a réussi à arrêter l'alcool alors qu'il était complètement alcoolique. Donc non, franchement... Et est-ce que justement, c'était... Parce que tu disais que ton ex était justement alcoolique. Oui. Est-ce que tu as eu cette espérance-là aussi de se dire, il peut faire comme mon père? En vrai, ouais. En vrai, oui. J'ai eu le syndrome du sauveur avec lui. Hein. Ouais. J'ai eu le syndrome du sauveur et puis j'étais amoureuse. Honnêtement, c'est ce que je te dis, hein, c'est mon grand amour. Et j'ai toujours dit, c'est mon véritable amour. Ce mec, je l'ai vu, il y a eu cette connexion quand je l'ai vu dans un bar, même mon ex, vu que c'était un ami à lui à la base. Oula, ah ouais, d'accord. Fallait en parler de ça. C'est terrible. Mais c'est pour ça, on est devenus potes, au final, on ne s'en veut pas. Mais quand on s'est rencontrés, du coup, au bar, il était là, mon ex, et il a vu, mais il y a eu un truc entre vous qui s'est fait directement. Et c'est pour ça, mais moi, comme je comprends l'invisible, entre guillemets, je comprends qu'il y a un truc avec la personne, même sans qu'on le sache. C'est un truc de malade. C'est pour ça que j'ai persévéré, c'est parce que je savais que je lui plaisais, je savais qu'il y avait un truc entre nous. Et il m'a apporté au départ. Il m'a énormément apporté. C'est grâce à lui que j'ai soigné la majorité de mes blessures. Au niveau de la dépendance affective, au niveau des émotions enfouies, etc. Et à la fin, il a perdu son travail. Il a eu du harcèlement moral aussi au travail. Et derrière, il a commencé à continuer à boire parce qu'il buvait qu'en soirée. Et là, ça a été tous les jours. Et il est devenu violent. Il est devenu violent verbalement, physiquement même. Je me souviens de vacances, mais bref, c'est des vacances en Thaïlande où on devrait passer des bonnes vacances au final. Ah bah ouais, c'est la Thaïlande quand même, mince. C'est la Thaïlande. Et au final, non, j'étais en pleurs devant la chambre d'hôtel, j'étais en train de manger mon burger parce qu'il était 5h du matin. On était en retour de soirée aussi, mais tu vois, j'étais en pleurs parce qu'il a été violent physiquement. Donc, tu devrais pas avoir ce genre de personnes dans ta vie qui sont comme ça. Pourtant, je lui apporte plein d'amour, je lui apporte plein de tendresse, mais il a tellement ce mal-être en lui. J'espère qu'il ne l'a plus actuellement. Même si on se parle, je ne lui ai pas posé la question, mais il a ce mal-être qui était présent en lui et qui l'a détruit. Et vraiment, je souhaite vraiment qu'il s'en sorte parce que c'était un mec bien au départ. C'était un mec bien. Mais l'alcool, je me suis dit, c'est un mec bien, du coup, moi je l'ai aimé. Du coup, je vais jouer le syndrome du sauveur parce qu'il m'a sauvé aussi. Et du coup, derrière, il m'a fait comprendre que non, en fait. Ouais, ça passerait pas. Ça passerait pas. Donc, j'ai dit, je suis partie à Bali. Hein, c'est pour ça aussi que je suis partie à Bali et en Thaïlande. C'est parce que j'avais besoin de lâcher prise par rapport à ça, de ce lien. Et je suis partie loin, très loin, du coup. Très loin et longtemps. Très loin et longtemps, pendant 6 mois, ouais. Et je me suis reconstruite pendant quelques mois. Et là, je suis prête à ouvrir ma porte à l'amour, du coup, maintenant. Ok. Ah ouais, c'est pour toi, déjà, est-ce que tu veux de l'eau? Oui, je regarde. Parce que je te vois regarder la bouteille d'eau depuis tout à l'heure. Je ne sais pas te demander, mais oui, du coup. Merci. Bien. Hop. Mais ouais, c'est... Pour toi, t'es dans un mood. Enfin, c'est un mood où il faut justement... T'as des moods où, bien sûr, il y a des fois... Autant tu peux fermer la porte à tout. Ouais. Mais pour toi, faut être... Malgré le fait que oh là, ça va être très compliqué de le dire. Il faut que je fixe mes mots, c'est terrible. Imaginons là, je suis dans un mood en étant full entrepreneuriat. Je laisse rentrer personne. Comme je l'étais en soi il y a quelques années où je disais de toute façon, c'est hors de question, je me remettrai plus jamais en couple ou quoi que ce soit. Parce que ça a été une période aussi. Et donc, quand tu es dans ce genre de mood, bon après, oui, on est ensemble. Hein. On est bélier, on sait que quand on dit quelque chose, on le fait. Oui. Voilà, on va pas revenir dessus, ça c'est évident. Quand on a dit qu'on faisait quelque chose, on le fait. Quand on a dit qu'on n'allait pas faire quelque chose, on ne pourra jamais nous faire en sorte qu'on le fasse. Voilà. Mais donc justement, basé sur cette personnalité-là, tu te dis, quand tu ouvres la porte, mais tu n'ouvres pas la porte non plus à n'importe qui. Alors moi, je ne vois pas n'importe qui. Voilà. Moi, je le dis tout le temps, même sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent m'envoyer des petits messages. « Oh, t'es trop jolie. Oh, t'es trop mignonne. Oh, t'es célibataire. Est-ce que t'es en couple ?» Ouais. Ça fait plaisir, l'ego. Mais en vrai, non, en fait, vous ne comprenez pas que nous, comme on a beaucoup travaillé sur nous, on sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, et ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et du coup, on ferme nos portes beaucoup. On ferme beaucoup nos portes, en fait. On ne laisse pas rentrer facilement quelqu'un. Et c'est malheureux, hein, parce que du coup, moi, j'accepte vraiment
très peu de personnes dans ma vie au niveau des mecs. C'est pour ça que je suis encore, je pense, célibataire. C'est que même si j'ai que 28 ans, je suis 27 ans. On a dit qu'on disait 28. 28. Je suis encore très exigeante et je veux vraiment une personne qui est assez similaire à moi et qui a soigné ses blessures aussi, émotionnellement parlant, parce que je me sens plus la force d'être la sauveuse. Ouais, non, franchement, j'ai plus envie en plus. J'ai suffisamment travaillé sur moi, j'ai suffisamment avancé, j'ai suffisamment. Non, je suis. Ouais, non, c'est bon. Parce que ça t'obligerait à revenir en. Enfin, t'aurais ce sentiment de revenir en arrière. Pas de revenir en arrière, mais en gros, moi, j'avance avec des personnes qui m'inspirent. Et si, en fait, la personne ne m'inspire pas, ce que je te disais par rapport à ma mère, hein, même si maintenant, en discutant avec toi, elle m'inspire, mais j'aurais du mal à respecter cet amour qu'on peut se porter. Ouais. Oui, parce que tu verrais plus ça comme toi étant le miroir de l'amour de l'autre, plus qu'en étant une émettrice de cet amour. C'est exactement ça. On en discutait au restaurant, du coup, avec un pote, avec un pote hier soir, et justement, lui, il est dans ce côté-là où il avait vraiment besoin de l'autre. Et en fait, il était fasciné par l'autre. Okay. C'était pour combler ce besoin d'affection. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait un shift émotionnel que j'avais fait, que lui, il était encore resté à ce niveau-là, et que moi, par contre, je veux juste une personne qui m'inspire, qui me fait avancer, et avec qui on peut avancer ensemble. On a choisi d'avancer ensemble. Et c'est tellement puissant quand tu comprends que, oui, l'entrepreneuriat, oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un frein. On va pas se mentir, c'est un frein, mais c'est aussi une puissance. Parce que du coup, si tu rencontres une personne qui est entrepreneur aussi, mais vous allez vous pousser, ça va être un truc de fou. Évident. Mais c'est vrai que je me vois pas avec un salarié, par contre. De toute façon, ça va pas matcher. Ça peut pas matcher. Parce que toi, quand tu veux, tu repars à Bali pendant 6 mois, outre l'aspect financier. Oui. C'est la possibilité de le faire. C'est vrai que, de toute façon, je comprends de moins en moins les gens qui sont dans le salariat. Ouais. Mais même à haut niveau. Comment tu peux te satisfaire de 5 semaines de vacances par an? Rien que ça. Je comprends pas. On n'a pas de vacances, nous. En vrai. On n'a pas de vacances non plus, mais en même temps, on peut faire un peu ce qu'on veut. Oui, on peut faire un peu ce qu'on veut, oui et non. Mais si tu veux prendre 2 mois de vacances et complètement déconnecter ton cerveau, tu peux. Oui, clairement. Ouais. C'est pas une bonne idée, mais tu peux. Oui, on peut. Donc c'est ça surtout le truc, c'est de se dire, et puis outre ça, l'argent que tu ramènes, parce que après, on va pas être entrepreneur à râler pâquerette. Hein. Non. Voilà. On a des ambitions, des béliers, on a des ambitions. Exactement. Moi, si je le fais, c'est pas pour juste me dire j'ai ma liberté temporelle, ma liberté géographique, tout ça. Non, je veux surtout ma liberté financière. Et c'est vrai que ça c'est fou quand même d'en discuter avec certaines personnes. Elles ne comprennent pas. Elles disent non, mais moi, par exemple, ma vision, elle est très conservatrice par rapport au couple, par rapport à la femme, etc., etc. Enfin après, sans être non plus carré de dingue, mais par exemple, moi, je pars du principe que c'est moi qui vais tout payer. Ok, ça c'est cool. Voilà. Ça c'est dingue parce que toi tu dis que c'est cool, il y en a plein d'autres et je les comprends aussi, hein, tu vois, mais qui disent non mais comment tu peux dire ça? Je dis pas que ma femme elle aura pas le droit de travailler, je dis juste que l'argent qu'elle ramènera, ça sera de l'argent de poche, dans le sens où elle en fera ce qu'elle veut. C'est plaisir. Si elle veut m'amener au restaurant, elle m'emmène, mais en tout cas toutes les charges, toutes ces choses-là seront déjà payées. Je vais me faire arracher. C'est terrible. Mais et justement elle dit non mais comment tu peux dire ça? Toi ça te met dans la merde. Je dis mais en quoi ça va me mettre dans la merde? Vous n'avez pas compris que là, l'argent que je vais ramener, ça sera suffisant pour faire tout ce que je veux dans la vie. Je veux pas juste payer le loyer. Je veux partir en vacances à l'autre bout du monde en première classe. Je veux vivre une vie qui n'est pas classique, entre guillemets, malheureusement. Et ça, c'est vrai que ces gens, tu vois, là, je parle avec toi, ça te paraît normal parce que tu veux exactement la même vie. Mais il y en a plein qui disent non, mais c'est pas possible, tu peux pas te mettre ça en tête. Je dis mais pourquoi? Pourquoi je pourrais pas être ça? Après, pour moi, si c'est des femmes, c'est parce qu'elles sont encore dans leur énergie masculine. Parce qu'en fait, les femmes de nos jours, elles ont été obligées d'être dans leur énergie masculine. Et moi, j'avoue que j'essaie de jongler entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et moi, quand tu me dis ça, moi, je suis dans l'énergie féminine de ouf. Moi, je veux recevoir aussi. Donner et recevoir, tu vois, c'est important. Mais il y a aussi ce côté ambition qu'on a, nous, entrepreneuriat. Il y a c'est pas un jugement. Parce que moi j'étais pareil, hein, quand j'étais gendarme c'était pareil, mais j'avais pas ce côté ambition. Moi je voyais mon 30, on faisait plus de 35 heures, mais mon 45 heures, moi il me payait 2200, 2300 euros. Okay. J'étais suffisante, ça me suffisait. Alors qu'en fait maintenant, qu'est-ce que je veux? Je vais tout défoncer, j'ai pas de plafond de verre grâce à l'entrepreneuriat. Donc j'ai réussi à avoir de l'ambition quand j'ai quitté le salariat et la gendarmerie.
Ouais. Ça, c'est, ouais. c'est différent, parce que j'étais dans un cadre aussi. Et du coup, tu vois, forcément, une femme qui a pas travaillé sur elle et qui est dans l'énergie masculine et qui donne plus qu'elle reçoit, ça va être compliqué pour toi. Parce que toi, tu as cette énergie féminine, mais tu as cette énergie masculine aussi. Ouais. C'est assez puissant d'ailleurs. C'est bien d'avoir cet équilibre. Et c'est rare de nos jours. De quoi ? D'avoir à la fois l'énergie masculine et féminine ? Ouais, de nos jours, ouais. Mais comment tu la définis justement ? Qu'est-ce qu'une énergie masculine et qu'est-ce qu'une énergie plus féminine ? Alors, une énergie masculine saine. Oui, c'est mieux, de préférence. C'est compliqué à définir parce que je pourrais te donner des grands hommes plutôt dans leur énergie masculine saine, mais je pourrais pas te définir parce que je suis une femme, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, c'est un homme qui sait donner, mais qui sait recevoir, qui est ancré, qui en gros, même s'il y a des émotions négatives qui lui passent, il va pas mettre ça sur le compte de sa femme. Genre, si là, je vais mettre une des histoires du passé, mais une énergie masculine saine, c'est quelqu'un qui frappe pas. C'est quelqu'un qui donne de l'amour à l'autre. Ouais, ça paraît presque logique en soi. Ouais, mais pas pour tout le monde. Ouais. C'est pour une énergie masculine, c'est pas censé dénigrer, tu vois. Alors que l'énergie masculine malsaine ou plus dévalorisante, c'est quelque chose qui est comme ça. Ok. Donc, si je comprends bien, en gros, j'ai oublié le mot, pour synthétiser. Synthétiser, oui, c'est ça. C'est l'énergie positive, masculine positive. C'est un savant mélange entre justement l'empathie d'une femme et pas puissance, parce que ça voudrait dire qu'une femme n'est pas puissante. Ouais. Mais enfin, si, en soi, parce que c'est pas la même puissance. C'est pas la même puissance. Voilà. Ouais. C'est une puissance empathique et une puissance de protection, une puissance de calme aussi, de contrôle. Ouais. Ok. De leadership. De leadership, ouais. Ouais, d'ambition, etc. En fait, j'ai remarqué, tous les gros entrepreneurs, c'est ça. Hein, parce qu'ils ont été obligés. Ils sont obligés. Enfin, même les petits... c'est pas péjoratif, je le répète, mais les entrepreneurs qui débutent, ça commence à être ça parce que du coup, ils sont beaucoup dans le développement personnel. Ouais. Donc en fait, ils travaillent sur eux émotionnellement parlant. Je sais plus, c'est un copain qui m'a envoyé un réel, mais il était super puissant, qui parlait justement d'une énergie masculine où en gros, dès qu'il y a une dispute avec l'autre personne, en fait, au lieu de se disputer et de s'engueuler tout simplement, ils disent « Attends 5 minutes, je reviens, je respire un petit peu et on en parle. » Et après, du coup, ils en parlaient, ils disaient « Ça me dérange chez toi. » Enfin, ça me dérange dans la situation plutôt. Et derrière, tu vois, c'était sain. Ils se portaient vers le haut parce que du coup, ils disaient les choses, mais de manière positive et constructive. Ouais. Oui, ils ont pris du recul. Plutôt que déjà d'hurler. Ouais. C'est pas... moi, j'étais très justement pas dans la vocifération, mais quand je partais. Et encore maintenant, il y a des fois, quand je vois rouge, c'est terminé. Il y en a plein qui me disent « Ah, t'es hyper posé, t'es hyper calme, tout ça. » Je dis « Mais me voyez pas quand j'ai les yeux rouges. Hein. Ouais. Parce que là, quand je pars, mais je vois plus rien et je pars et c'est impossible de me récupérer. Ouais. Mais justement, j'essaye de ne plus être cette personne parce que ça me motive aussi. Enfin, c'est un moteur. Et puis, ça me travestirait de trop. Mais en même temps, il faut que je travaille dessus. Ouais. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Et en même temps, je me dis, est-ce que je suis pas un peu trop en train de me travestir justement en faisant ça ? Mais en même temps, c'est quelque chose de positif. Sinon, on ne me parlerait pas que de ça. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus ce besoin. Tu vois, moi, ma petite sœur, j'en suis très très fier. Je suis extrêmement fier de ma petite sœur. Parce qu'elle a justement cette chose qui se dit, oui, derrière, on dit souvent, maintenant de nos jours, on dit, oui, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et pour eux, c'est quelque chose de péjoratif. Mais non, c'est complètement... C'est génial, au contraire. Ouais. Quand du coup, Kevin, pour moi, c'est un grand homme, avec un H. Et il a sa femme derrière qui le booste. Ouais. Et à chaque fois, dans les réels, il arrête pas d'en parler de sa femme. Mais moi, ça me booste, ça me dit, mais waouh, ce mec, il a réussi, il a compris qu'en fait... Derrière sa réussite, il y a toujours sa femme qui l'a drivé parce qu'il nous expliquait au sommet de janvier qu'il avait, je sais plus quand est-ce que c'était, mais en gros, il expliquait qu'il avait fait un petit compte dans le contrat de mariage. Oui. Il avait expliqué que, ça me fait rire, mais il avait expliqué que derrière, il avait dit à sa femme, tu me laisses tranquille, entre guillemets, pendant quelques années, je suis là pour toi, je suis là pour les enfants, mais après, dès que j'ai ma réussite, je pars à la retraite. Ouais. Et je trouve que c'est génial parce que du coup, elle l'a accepté. Et il n'aurait jamais pu devenir ce grand homme qu'il est maintenant sans sa femme. Non, parce que justement, elle a accepté.
ça prouve déjà la confiance qu'elle a en lui, Ouais. sur sa capacité de réussite. Ouais. Parce que bon, sinon, j'aurais dit, non, ça m'intéresse pas. Je vais le faire avec quelqu'un d'autre parce que j'ai pas confiance. En soi, c'est intrinsèquement le fait que t'aies pas confiance en lui. Ouais, c'est ça. Parce que si t'as confiance en lui, mais aveuglément, tu te dis, il va y arriver. Donc c'est juste une question de patience après. Est-ce que je suis capable, moi, de faire mon rôle le temps que lui remplit le sien? Ouais. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Donc effectivement, c'est un grand homme qui a rencontré une grande femme et ça a donné ça. C'est C'est exactement. exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. Ouais, moi, il m'inspire. Franchement, je le dis, je le connais pas suffisamment, c'est pour ça que j'en parle pas forcément. Mais quand je vois ses réels à Kevin, je me dis qu'il a. En fait, tu disais qu'il avait ce côté très pragmatique, mais dans ses réels, il a ce côté très humain et très émotionnel. Et à chaque fois, je me retrouve dedans. C'est ça qui est marrant. Alors que lui, il est très pragmatique, très ancré et tout. Moi aussi, je suis ancrée, mais d'une manière très émotionnelle. Et je me dis, mais waouh, il a un feu intérieur, mais il a ce côté. En fait, je pense que c'est un peu comme, du coup, on revient sur Neil et lui, mais c'est un peu comme Neil. Je pense que si on faisait des podcasts avec lui, il y aurait cette profondeur comme il fait avec, du coup, Kevin à ce moment. Mais du coup, ça attendrit. Moi, je trouve que c'est super attendrissant de voir ça. Peut-être aussi parce que, étant donné qu'on est dans un cadre, alors c'est très particulier parce qu'on est filmé, donc potentiellement il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui peuvent nous voir, mais on n'est que tous les deux. Ouais. Donc du coup, t'as pas cette impression de parler devant l'équivalent d'un stade de foot entier. Donc là, du coup, t'as envie de t'ouvrir parce que t'as plus cette carapace, ce besoin de montrer, d'image, etc. etc. Enfin, sans que ce soit péjoratif pour autant, mais de se dire, ok, là, je peux. Parce que tu vois, là, on est dans un cadre très confiant, sympa. Très sympa, j'aime Merci beaucoup. Capsule, d'ailleurs. Ouais, franchement, incroyable. Et c'est vrai que de se dire, ok, là, je suis en position de confiance. J'ai pas besoin d'être sur le qui-vive, tu vois, regarder à droite, à gauche. Des fois, ça fait du bien. C'est cette paix en soi qu'on trouve. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que, dans ce que tu disais, justement, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup d'énergie masculine et presque ce qu'on pourrait maintenant appeler toxique. Effectivement, où il faut être très directeur, surtout au début. Ouais. Voilà. Voilà, la phrase que j'aime le plus, c'est quand si on me pose la question, qu'est-ce que tu préfères, comment tu préférerais être perçu par tes subalternes, je dirais, mais je préfère qu'ils aient peur, plus qu'ils ne m'aiment. Tout simplement parce que la peur dure plus longtemps. Du moment où tu la gardes, c'est pas quelque chose de c'est ta bien. c'est ta vision. Mais alors, au moins dans un premier temps. Parce que l'amour, qu'il t'aime, bien sûr, moi par exemple, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. Mais ça peut partir. Ça peut partir. Alors que d'avoir peur, tu te dis, je vais pas tenter ça. Parce qu'en plus, l'amour, tu te dis, bon, en vrai, elle m'aime bien, donc elle peut me laisser tranquille là-dessus. Je peux faire un peu moins, je peux faire, voilà. Parce que tu sais que derrière, c'est un peu comme l'équivalent du fils du patron. Ouais. Moi, justement, on en discutait justement par message, par rapport aux attentes. Ouais. Du coup, de tes proches. On en discutait que toi, moi perso, si j'aime les gens et qui me portent, qui me disent, ouais, t'es super inspirante, t'es incroyable, etc. En fait, je peux pas être moins. Parce que je sais que si je suis moins, en fait, je serai pas moi. Ouais. Je serai pas moi. Et puis même, ça veut dire qu'en fait, je trahirais, entre guillemets, leur confiance. Alors que là, les inconnus, je m'en fous de trahir leur confiance. Moi, si demain, tu me demandes sur Tinder ou des trucs comme ça, exemple typique, tu me demandes de sortir avec toi et j'ai la flemme, je le bloque, la personne, et voilà. Terminé, on passe à autre chose. Non, je rigole, mais en soi, si, c'est ça, c'est avec la société de consommation, c'est ça, et j'en ai rien à faire parce que je m'en fiche de le trahir. Je le connais pas. Oui. Tu lui dois rien, il doit rien. Bah oui. Ouais. Donc tes subalternes, ils doivent potentiellement rien, entre guillemets. Bon, tu dois quand même avoir les épaules pour faire marcher ton entreprise, et du coup, tu as quand même leur obligation t'es obligé d'être vraiment présente pour eux. Mais c'est différent. C'est vrai que tu vois, j'étais très comme ça. Pas la peur. Non. Avant, c'était très comme ça. Où je me disais, ok, faut que je sois comme ça, très rigoureux, que les gens, de pousser les gens, d'obliger presque les gens à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et j'avais eu cette discussion justement avec Clément, que j'ai adoré. Il est venu à la maison pendant 4-5 jours, juste après Paris. On est resté toute la journée à parler ensemble. On n'a pas tant parlé business, on a parlé que humain. Et voilà, il est venu à la maison, il a rencontré mes parents, c'était génial. On a joué au foot, c'était trop bien. Et justement, j'ai vite remarqué qu'il avait ce besoin de leadership, d'imposer son leadership.
J'ai dit, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose de si important que ça, le leadership et en même temps, d'un côté, sa réponse était très bien. Il m'a dit, bah oui, parce que c'est le côté vision aussi, et il a raison. Ouais, il a raison. T'as envie de suivre un leader. Donc ça, effectivement, il faut avoir ce côté presque un peu toxique dans le sens où, quand il faut dire non, il faut dire non. Point. C'est comme ça. On ne pose pas de questions. J'ai décidé, c'est comme ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi être dans l'humain. Et c'est là où c'est très compliqué. On en revient à être un grand homme. Un grand entrepreneur, c'est également un grand homme. C'est ça. Parce qu'il sait quand dire, écoute, là, ça va pas se passer comme ça. On va aller de l'avant. On va regarder. Alors, bien sûr, faut écouter un petit peu tout le monde, les sons de cloche, surtout qu'ils ont une vision différente et peut-être plus ouverte que toi, tu es vraiment dans le tunnel et que tu vois plus rien autour. Mais en même temps, c'est toi qui te prends la dernière décision. Ouais. Et ça, faut pas laisser les gens prendre la décision pour toi. Tu peux les conseiller, ils peuvent te conseiller, mais en aucun cas, ils peuvent prendre la décision à ta place. Ouais, on est d'accord. Et ça, c'est compliqué. Toi, du coup, parce que là, avant, tu travaillais avec personne. Je travaille avec personne. J'avais un mentor au départ. Ouais. J'ai commencé avec un mentor, le même que Clément d'ailleurs, mais j'ai travaillé avec un mentor et lui, justement, c'était, pour moi, il m'inspirait pas suffisamment. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec lui. Même si j'avais mis de l'argent dedans, j'ai préféré arrêter de travailler avec lui parce qu'il m'inspirait pas. La personne, elle se réveillait tous les matins à 13h. Frère. Ouais, ok. Très bon mentor. Hein. Voilà. Frère, il est gentil, hein. Il est gentil, mais il m'inspirait pas la confiance. Et même quand il essayait de mettre son leadership, justement, il avait peut-être la vision, mais moi, comme je voyais ses actes, ça me parlait pas. Ouais. Moi, les personnes que j'aime suivre, c'est parce qu'elles mettent des actes. Moi, si je suis Exakou, c'est parce qu'ils mettent des actes. Ouais, lead by example. C'est exactement pour ça. Nassim. Exactement. Merci Nassim d'ailleurs, Merci, parce que Nassim. c'est grâce à lui. Ouais. C'est grâce à lui qu'on avance. Quand il nous montre sa vision, quand on voit ce qu'il fait Nassim sur le terrain, et c'est pour ça que je me drive à devenir plus dans mes coachings, du coup, parce que lui, c'est côté leadership, c'est pas que côté business club. Ça me drive pour être meilleur et les aider à être meilleurs derrière. Donc ouais, mais du coup je suis d'accord avec toi par rapport à ça et le mentor, même si je travaille avec lui en premier lieu, j'ai dit stop à un moment donné, je pense qu'au bout de 6 mois. Et justement, c'est ça qui m'a donné de ma confiance. Parce que j'étais, entre guillemets, épaulée par une personne. Et je me suis dit, j'ai besoin d'elle, etc. Et du jour au lendemain, j'ai plus besoin d'elle. Et c'est là que j'ai pris ma confiance, c'est là que j'ai pris ma puissance. Pas dans une énergie masculine, parce que moi, je veux pas cette énergie masculine. C'est ça, je le dis toujours. Je l'ai suffisamment eu, cette énergie masculine en gendarmerie. Ouais. Mais je veux cette énergie féminine. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment d'inspirer avec douceur et impacter avec douceur. Après, peut-être que le cadre de ce que tu proposes te permet justement d'être comme ça. Oui, clairement. Ouais. Clairement, et je délègue tout ce qui est le côté trop, entre guillemets, trop masculin et que j'arrive pas... C'est pas ma zone de génie, hein, honnêtement. Je l'assume. C'est pas ma zone de génie, la vente. Et je préfère déléguer à des personnes qui sont beaucoup plus dans cette zone de génie que là. Tous les grands hommes le disent sur les podcasts, etc., même sans permission. Sans permission, ouais. Sans permission, ils le disent que si c'est pas ta zone de génie, délègue, en fait. À un moment donné, tu te délègues. Même si ça coûte de l'argent, c'est pas ma zone de génie. Voilà. Autant que ça profite à d'autres personnes et que ça profite à moi aussi. Ouais. Je fais de l'argent grâce à eux et ils font de l'argent grâce à moi. Oui, tout le monde est content. Du coup, c'est ça. Moi, ma question, c'était justement par rapport à ça. Étant donné que tu travaillais toute seule, tu trouvais tes clients toute seule, tu faisais tout toute seule. Là, d'avoir trouvé justement d'avoir fait confiance à Brian, comme je le sais, du coup. Pour son équipe de setter. T'as setter et closer. J'ai setter et closer. Après, on verra si le closer, je prends pas aussi part à l'activité parce que je pense que c'est super important d'avoir aussi ce côté humain dès le départ. Ouais. Et justement, toi, est-ce que déjà tu les drives ou est-ce que tu fais une confiance aveugle en Brian ? Enfin, tu as une confiance aveugle en lui ? Ou est-ce que justement, toi, tu as envie aussi parce qu'il y a cette curiosité. On sait qu'on doit sûrement être très curieux tous les deux. Donc, c'est cette curiosité de voir comment ça fonctionne, pour apprendre aussi, même pas tant pour imposer ses idées, mais déjà pour savoir comment faire, comment se positionner, etc., etc. Puis même, ça reste ton entreprise. Donc, il faut quand même un minimum que tu sois au courant de ce qui se dit. Yes. En fait, la setteuse, du coup, vu que c'est mon compte Insta professionnel, du coup, je regarde les messages tous les jours. Tous les jours, je regarde ce qu'elle fait. Il y a des choses qui ne me conviennent pas, je lui dis par message. Je lui dis, tu pourrais mettre un petit smiley ou tu pourrais être un peu plus empathique ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment, mais en fait, comme Ryan, il a compris qui j'étais, il a pris les personnes qui me ressemblaient. Ouais, ça, il est fort pour ça. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est les mêmes énergies, les mêmes histoires de vie pour ma setteuse et pour ma closeuse. Agnès et Beïza, c'est vraiment des personnes qui ont quelque chose à revendre, à redonner au monde.
Beyza, c'est une personne très empathique, très douce, et qui est toute smile, tu vois. Tu vois, c'est moi, c'est une deuxième moi. Et t'as Agnès, qui a aussi ce côté closing, etc., mais qui est la maman, qui est un peu la maman du groupe, et qui peut rassurer, du coup, les personnes de toutes les manières possibles. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec elle, parce que c'est pas forcément la même énergie que moi, mais c'est la même histoire. Et du coup, ça les impacte d'une manière ou d'une autre, les petits coachés derrière. Et ils se disent, ah, mais en fait, elle a pris des personnes qui sont pareilles qu'elle. Ouais. Et du coup, ça veut dire que je peux travailler avec elle. Et en plus, je les aide pour la closeuse. Je l'aide aussi à travailler sur elle. Donc, j'ai vraiment pris l'accompagnement complet avec elle parce que je voulais l'aider à dépasser ses blessures. Donc, pour qu'elle comprenne déjà comment je fonctionne et aussi pour qu'elle aille de l'avant, quoi. Oui, puis comme tu dis, imaginons moi je suis client. Ouais. On me démarche. C'est vrai que si je me dis, attends, là j'ai parlé avec une certaine personne. Au final, tu te rends compte parce que la plupart ne savent pas qu'on travaille avec des setters. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois justement avec des clients. Ils me disent, ah, mais c'est pas toi qui le fais? Je dis non. Il fait, mais là, heureusement que tu me le dis parce que j'étais persuadé que je parlais avec la même personne qu'avec qui j'avais parlé en DM. Je dis, bah oui, mais c'est ça le principe en même temps. Parce que si au final tu parles avec une personne, tu te lis, pas d'affection, mais tu comprends comment elle est, surtout si tu parles 3-4 jours avec lui. Ouais. Tu lis une relation un petit peu de confiance, déjà au moins. Si tu arrives pendant l'appel et que tu vois que la personne en face, elle est complètement différente et dans le mauvais sens, bah, tu vas être hyper déçu. Et tu vas te dire, mais attends, mais j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie. Et surtout, tu as des espérances potentielles où tu te dis, ok, lui, il peut m'aider pour ça, il peut m'aider pour ça, il peut m'aider pour ça. Et au final, tu te dis, bah non, parce que déjà, ça ne matche pas au niveau de l'humain, au niveau de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est particulier. Alors que toi, effectivement, et c'est là où Brian est très fort, effectivement, pour ça. Il est super doué pour ça. Ouais, ça, mais c'est fou. Quand il m'a dit, non, mais toi, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, je fais, bah ouais. Et comment tu le sais? Parce que moi-même, je le savais pas forcément. Enfin, j'aurais pas pu mettre des mots dessus. Je fais, bah non, mais ça se voit. Comment ça se voit? Comment ça se voit? T'es en train de me dire que là, je renvoie quelque chose que moi-même, je ne savais pas. Ouais. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Bah, il y a le conscient, l'inconscient, il y a toutes ces choses-là. C'est ça, mais il est très profond, Brian aussi. J'ai eu en respiration aussi. Ah ouais? Ouais, parce qu'il m'a fait... du coup, j'ai fait des séances de coaching en collective. C'est en avant-première que je te le dis. Ok, bah écoute, j'aime l'exclu. Mais ouais, j'aimerais bien faire des séances collectives, du coup, dans 78, vers Saint-Germain, etc., en présentiel. Ah, en présentiel? En présentiel. Ah, ouais. Et je vais faire en distanciel aussi, mais le but, c'est de faire en présentiel pour impacter encore plus de personnes et surtout pour lier d'amitié, entre guillemets, les uns et les autres. Parce que je t'avais parlé de mon écosystème que j'aimerais créer plus tard. Oui. Et bah, c'est encore un projet, avec... du coup, tu me parlais avec Brian, mais du coup, j'ai d'autres projets en cours. Ouais. Et, tu peux en parler un peu ou Oui, je peux en parler, oui. Ok. Et du coup, je travaille avec Arthur, qui est le collaborateur d'Adrien D'Alberto et qui, du coup, il va m'aider à mettre en place pas mal de choses. Donc, mon site web, déjà. Ok. Il va m'aider à trouver une application. Il va me suivre pendant quelques jours aussi. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, du coup, tous les process de setting. Je vais lui demander, est-ce que ça te parle? Et derrière, il va me dire, bah non, ça me parle pas. Et on va pouvoir aller encore plus haut, plus fort. Il va me dire, il va même m'apprendre comment closer, etc. Tu vois, vraiment, il va m'apporter cette pierre à l'édifice qui me manque actuellement, parce que, forcément, et il m'inspire en plus. Ouais, eux, ils sont géniaux. Ils m'inspirent de ouf. Arthur et Adrien, ils m'inspirent, donc c'est pile ce qu'il me fallait, en fait. C'est pire ce qui me drive. Et quand je vois ce qu'ils ont fait avec, du coup, Blast Club, etc., je me dis, mais... Ah, c'est ça, il travaille avec Blast, ouais. Il a travaillé avec Blast. Ouais. Bon, je vais pas rentrer dans l'histoire qui m'a fait rire, mais ouais, il a travaillé avec Blast, avec plein d'autres sociétés, Sodexo ou des trucs comme ça. Donc, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit, oui, ouais, effectivement, avec un de ses partenaires, effectivement. Ouais. Des gros partenaires, donc je sais que je peux. J'ai pas de soucis à me faire avec eux. Ouais, non, t'es entre de bonnes mains. Franchement, je suis entre de bonnes mains et ça fait du bien, parce que après du coup le mentor que j'ai eu. J'ai eu un peu peur de tomber encore sur des trucs qui étaient trop chers ou des trucs comme ça. Et au final, non, en fait, ils savent très bien que nous, les petits entrepreneurs, on démarre, on a envie, on a la dalle. Ouais. Que vraiment, franchement, j'ai que ça, j'ai la dalle de réussir. J'ai qu'une envie, c'est d'aider le plus de monde possible et à rayonner partout. Parce qu'on sait très bien que les personnes qui viennent à moi, c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des douleurs. Et t'as qu'une envie, c'est de dire, viens, je te donne cet amour. Parce que je peux te le donner.
Ouais. Parce que je l'ai en moi et je peux te le donner avec plaisir. Ouais, complètement. Mais qu'est-ce que tu recherches d'ailleurs avec avec ce site internet ? Qu'est-ce que tu attends de lui ? Parce que l'application, on en avait un petit peu parlé, c'était le côté communautaire. Ouais. On est d'accord. Qu'est-ce que tu attends avec le site internet ? Alors, le site internet, du coup, j'ai lancé déjà mon site de formation. Donc, je vais voir avec lui si on peut incrémenter ça, un onglet de formation dedans. Et après, du coup, derrière, c'est vraiment histoire de faire la vitrine. C'est histoire de prendre confiance en produit parce que c'est vrai que les personnes leur disent bah, moi, j'ai Instagram. Je dirais pas que j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai une petite communauté. Mais c'est vrai que ça peut faire peur de se dire elle est que sur Insta, c'est bizarre, elle est même pas référencée. À un moment donné, il faut quand même donner confiance aux personnes qui ne sont pas forcément sur Insta. Donc ça permet, même si, c'est ce qu'il me disait Arthur, il me disait, même si ça sert à rien, site internet, je le sais, mais ça permet de donner confiance aux personnes qui n'ont pas Insta. Ouais, ok. Donc juste pour ça, et voir si je peux pas créer un onglet formation du coup. Et après l'application, c'est un peu plus profond. Là, ça sera la version 1 du coup. On n'a pas encore parlé, j'ai parlé cette semaine avec les développeurs, mais en gros, ça sera une application où, pour les respirations, ça va être un peu plus autonome. Ok. Par exemple, le matin, je leur dis, tu fais ta méditation guidée et tes respirations, et elles me disent, bah non, en fait, j'ai pas le courage. Moi, je vais t'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, si ça commence à scaler, etc., et ça commence à scaler déjà, donc tu vois, je vais pas avoir assez de temps pour envoyer à tout le monde des petits rappels, etc. Ouais. Et Arthur m'a donné cette idée-là, et c'est incroyable. Il a une excellente idée. Ouais. Mais ça rien que par l'application, une fois qu'elle sera mise en place, de mettre un espèce de émission télé tous les mercredis matins, ou tous les matins même de manière générale, pour renforcer la communauté, bien sûr, comme un live Twitch ou YouTube. Mais ça, c'est génial. C'est ça, exactement. Et tu me diras, dès qu'elle sort, moi, je veux en être. Mais rien que tes séances guidées, collectives, d'abord individuelles. Individuelles, c'est beaucoup plus rassurant. Ouais. Et après, collectives, oui, mais avec grand plaisir. Ouais, carrément, avec plaisir. Ouais. C'est révolutionnaire, ces respirations. Je les ai faites, du coup, à Marrakech. Ok. T'as connu ça à Marrakech pour la première fois ? Je les ai connues à Nice. La première fois. Ok. Et j'ai fait une fois une respiration, j'étais pas à l'aise en collective, parce que moi je suis quelqu'un, tu me connais, j'avais une grosse armure à l'époque, et j'ai toujours un petit peu, je pense. On l'a tous à un moment donné. Mais du coup, j'avais du mal à m'ouvrir aux autres, et le fait d'entendre aussi des bruits, des cris, des pleurs, etc., j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas à me concentrer, en plus, en tant qu'hypersensible, du coup, je ressens les émotions des autres. Ouais. C'était une catastrophe. Donc j'ai préféré, je lui ai dit, ok, tes respirations, elles me parlent énormément. J'ai envie d'y être, j'ai envie de faire partie de l'aventure. Fais-moi les respirations en individuel. Donc, il me les a faites en individuel. Et en fait, j'ai réalisé que durant les respirations, qu'il y avait un truc qui s'était fait. C'est pas le mec dont tu m'as donné le contact à Bali ? Non, ça c'est Léo, ça c'est un guérisseur qui est très puissant. Ah, c'est ça. Il est super puissant. Je travaille toujours avec lui d'ailleurs. Je travaille toujours avec lui, c'est mon mentor maintenant. Ok. Et du coup, là, je suis en train de développer un peu le côté énergétique, mais ça, c'est d'autres choses, ça prend du temps, mais déjà le niveau coaching c'est génial. Ah bah oui, bien sûr. Donc Léo c'était mon guérisseur, mais après il y avait ce mentor, justement le mentor qui pas forcément aligné avec mes valeurs au niveau du business. Il était aligné avec mes valeurs par rapport au niveau de tout ce qui est coaching. Donc au final on peut pas tout apprécier chez une personne. Moi j'apprécie ce côté respiration parce qu'il m'a apporté beaucoup de choses. Mais le côté vente, il m'a pas apporté ce que je voulais. Ah, parce qu'il faisait tout un package, c'est ça ? Non, c'est qu'en fait, au départ, il était coach de vente. Et après, du coup, il a changé, il s'est mis en coaching de respiration. D'accord, ok. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, il a préféré ça. Il aurait pas dû. Il aurait clairement pas dû, d'après tes dires. Mais il est meilleur coach respiration. Enfin, vu que les respirations, t'as à faire les respirations, et que vendeur. Enfin, il est bon vendeur aussi, mais pas bon coach, selon moi. Et est-ce qu'avant de signer avec lui, justement, parce que c'est lui qui t'y a initié, est-ce que tu avais un petit peu comme moi, d'ailleurs, avant, quand on en parlait, tu avais des croyances un peu limitantes par rapport au bienfait de ce qui était l'hypnose, la méditation, la respiration de manière générale ? Alors, j'avais pas de croyances limitantes à partir de lui, parce qu'en fait, quand je suis rentrée en gendarmerie, j'ai fait des connaissances assez sympas. Et une de mes amies, qui s'appelle Mathilda, et qui m'a présenté l'énergéticienne. Ok. Ouais. Parce qu'elle voyait que j'ai avancé dans mon processus de guérison, mais pas suffisamment assez vite.
Et comme elle sait que j'adore aller vite, plus vite que la lumière, et ben elle m'a dit, va voir cette énergéticienne-là, ou cherche une énergéticienne dans ton coin. Et moi, j'ai pris au pif l'énergéticienne qui était mieux notée près de chez moi. Et au final, elle m'a accompagnée pendant 2 ans. Ok. Et j'avais cette croyance en mode, mais c'est chelou ton truc, c'est quoi, c'était les trucs énergétiques, ça me fait peur ton truc. Et au final, je me suis dit, bon, de toute façon, où on en suit On peut pas faire mieux. Voilà, on peut pas faire pire. On peut pas faire pire, pardon. On peut pas faire pire plutôt, et donc autant que j'y aille. La première fois, j'ai pleuré en plus. Ah ouais. Avant ou pendant ou après? Les deux. En vrai, j'étais tellement en dépression à ce moment-là qu'au final, j'étais tellement en PLS que je me suis dit, je suis plus à ça près. Et au final, elle m'a fait beaucoup de bien. L'énergétique m'a fait énormément de bien. Et c'est là que je me suis lancée dans le chemin un peu spirituel, énergétique. Moi, je pourrais pas me dire que je suis spirituelle parce que je suis quelqu'un de... Tu sais, on imagine les mamans spirituelles ou les chamans spirituels en mode très posé, très tranquille. Mais moi, j'ai une énergie de feu. Donc, c'est impossible d'être aussi spirituelle, ancrée, tranquille. Moi, je suis spirituelle, ancrée, mais avec plein de feu à l'intérieur. Ouais, mais tu sais la canaliser justement de par ta spiritualité. Maintenant, oui, exactement. Ouais. Tu sais la focaliser et au lieu qu'elle parte dans tous les sens, tu sais la viser sur un point précis. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui... Du coup, cette énergéticienne. Et après, j'ai fait plein d'autres techniques parce que je me suis dit, c'est cool ça, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Donc, j'ai testé l'hypnose, les psys. Enfin, les psys, j'avais déjà testé, mais ça ne me fonctionnait pas. J'ai testé aussi, du coup, les guérisseurs, parce que guérisseurs, c'est un level up. Hein. Franchement, c'est un level au-dessus des énergéticiennes. Ah ouais? J'arrête pas de morfler à chaque fois. Dès que je fais une séance, je morfle pendant 1 semaine. Ok. C'est fou, ouais. Il est fou, ce mec. Franchement, Léo, il est fou. Mais après Léo, il y avait d'autres... Enfin, il y a plein de techniques que j'ai testées. Et au final, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est Léo et les techniques de respiration. Ok. Ouais, en fait, tout ce qui va toucher l'inconscient. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, le conscient, quand t'es un peu têtu comme nous, les béliers, tu peux pas conscientiser les choses. Non. T'as beau te dire, t'as ça, mais non, en fait, mais qu'est-ce que tu me parles? Fous-moi la paix. Non, j'ai ça, parce que j'ai ça. C'est ça. Bah oui, mais non. Bah si. Ouais. Et puis alors après, pour entendre raison, c'est impossible. On entend raison que 2 jours après, en disant mais par ego, on le dira jamais. C'est exactement ça. Surtout pas le dire. C'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça, donc non, il fallait que je conscientise de manière inconsciente et les respirations, vraiment, ça fait du bien pour ça. Ouais. Et toutes les personnes que j'ai eues en coaching récemment, d'ailleurs, ou même dès le départ, c'est des personnes qui n'arrivaient pas à conscientiser les choses. Parce qu'en fait, elles n'assument pas forcément leur part de vulnérabilité. Je redis toujours, mais on a tellement une armure. En fait, t'attires ce que tu es. Donc forcément, ils avaient une armure. Et du coup, ils n'osaient pas se montrer vulnérables et se dire, si, j'ai cette blessure-là. Quand je leur disais, quand je leur faisais comprendre d'une manière subtile ça, ils me disaient, non. Ouais. Puis 2 jours après, putain, mais ça m'a fait grave du bien ce que tu m'as dit, parce que c'est vrai ce que tu m'as dit. Évidemment. Bah oui, je suis coach. Non, surtout pas dire coach. Je suis experte. Je suis experte. Non, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. C'est surtout ça, mais oui, je suis experte aussi, c'est sûr. Mais je suis une experte en traumatisme, parce que je l'ai vécu aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je comprends tellement les personnes qui l'ont vécu. Et j'ai juste envie, c'est de leur dire, mais t'inquiète, viens respirer, on parlera après. Donc tu respires. D'abord, tu respires et après, tu parles et tu lâches tout. Et derrière, du coup, on fait les modules de transformation au niveau du coaching. Donc il y a à peu près 10 modules pour récupérer son estime de soi, la confiance en soi, libérer un peu les traumatismes. En général, c'est souvent les mêmes exercices, mais faits de manière différente. Ouais, parce que tu te focuses sur quelque chose de différent. C'est ça, exactement. Et en plus, on le sait très bien, mais le cerveau, il comprend que par la répétition. C'est la neuroplasticité, enfin bref. Ça, on peut parler du cerveau, avec grand plaisir. C'est un truc de... le cerveau, c'est tellement malléable. C'est tellement... on peut le modifier à notre guise. C'est ça qui est cool. Ouais. Donc on transforme les choses qu'on pensait des obstacles, je sais plus comment on dit maintenant, parce que maintenant que j'ai mindset en mode transformation, je sais plus comment, comme un échec, je cherchais le mot. Oui. Comme on voit des fois les événements comme un échec, maintenant on peut le voir comme une transformation. C'est plus du tout, c'est ça qui est magique. Et pourtant, il y a que le mot qui change. Il y a que le mot. Et étant donné qu'on conscientise, et que pour nous, c'est pas la même définition, échec et obstacle. Ouais. Un obstacle, c'est quelque chose de compétitif. T'as envie de le passer, l'obstacle. C'est ça. T'as pas envie de rester devant. Alors que l'échec, tu te dis, échec, c'est terminé, tu fais une croix dessus, c'est immuable. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est particulier. Quel est ton livre préféré? Mon livre préféré? Ou celui qui t'a le plus marqué? Ah, celui qui m'a le plus marqué. Attends, je réfléchis. C'est La magie de voir grand, bizarrement. Ok. Et après, du coup, c'est le livre de Joe Dispenza. Lequel? Je crois que c'est Devenir super conscient. Ah, ça, je l'ai pas lu. Je crois. J'ai dû le voir passer, mais je ne l'ai pas lu. C'est sur, du coup, c'est de la neuroscience et tout. C'est hyper puissant. Ils expliquent aussi là, tout ce qui est méditation, etc. Donc voilà. D'accord. C'est super intéressant. Donc beaucoup de développement quand même personnel, etc. etc. Ouais, que ça. Okay. Développement personnel, entrepreneuriat. Et c'est tout. Je lis pas, honnêtement, je lis rien d'autre. Tous les trucs comme ça. Je regarde pas la télé, je regarde pas les livres. Je ferai que ça. Ok. Et ton livre du moment? Mon livre du moment, du coup, je finis Devenir super conscient. Ok. D'accord. Et ça t'aide? Parce que moi, j'ai ce côté-là avec les livres physiques. Déjà, il faut se concentrer. Ouais. C'est long. Puis, t'as pas ce côté de revenir vite dessus. C'est pour ça qu'Audible, pour ça, c'est la meilleure création du monde pour moi. Je suis à la salle, je mets mes écouteurs, je ne dérange personne me dérange et je lis mon livre, enfin, j'écoute mon livre en même temps. Ouais. Mais en même temps, c'est pas les mêmes bienfaits. Ouais, moi, je fais les deux. Parfois, je prends le livre du coup en audio, et parce que du coup, tu captes des trucs que tu n'avais pas en lisant. Et parfois, je lis le même livre, et il y a ce côté, oh, ça m'a impacté ça. Et je lis le chapitre plusieurs fois pour vraiment m'imprégner. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, c'est dans, je sais plus si c'est dans La magie de voir grand ou Comment se faire des amis, où il nous disait, relis le chapitre plusieurs fois. C'est dans Comment se faire des amis. Voilà, c'est Comment se faire des amis qui me disait, tu relis plusieurs fois pour prendre conscience de ce que tu dois comprendre. Et au final, tu lis toujours les choses, mais de manière différente. Et tous les trucs de développement personnel, ça m'a vraiment aidé au terme de mes relations, au terme de mon coaching. Donc moi, si les personnes ne peuvent pas commencer les coachings, moi je conseille vraiment de commencer par les développements personnels dans les livres. Comment se faire des amis, La magie de voir grand, et plein d'autres trucs. Ah, les 4 accords Toltec. Les 4 accords de Toltec. Alors, exactement. C'est lequel, toi, parce que j'avais bien aimé, d'ailleurs ça m'avait surpris. Ouais. Quand Adrien, je sais pas si tu étais là sur Paris justement, quand on était au bar juste après, je lui avais posé la question justement du livre le plus impactant, et je pensais qu'il allait me sortir des trucs de Ray Dalio ou des choses comme ça, ou au moins Comment se faire des amis. Non, les 4 accords Toltec. Et il avait dit une phrase très importante. Il avait dit, quand tu le lis, déjà tu commences à conscientiser certaines choses que tu ne fais pas, et il y a forcément un ou plusieurs accords qui vont être très difficiles pour toi de mettre en place. Ouais. C'est lequel, toi, le plus difficile? Moi, c'est ne prenez rien personnellement. Ouais, j'en étais sûr. Ça, c'était sûr. Ouais. Pour le coup, on est pareil. Puis c'est aussi de ne pas se faire d'opinion. Enfin, c'est quoi? C'est opinion hâtive ou des choses comme ça de... Je sais plus, c'est quoi? Ah oui, ne pas présumer. Voilà, ne présumer jamais. C'est ça, ouais. Là, tu te dis, purée, comment c'est dur. C'est pas facile. Ah ouais. C'est pas facile, mais c'est quelque chose que quand tu comprends tout ça, ces 4 accords, tu te dis, waouh, ça y est. T'es dans la plénitude, tu peux aimer l'autre inconditionnellement. Ouais. Parce qu'au final, le coaching, c'est l'amour inconditionnel de l'autre. Puis c'est du stoïcisme en soi. Hein. Ouais, mais exactement. Ouais. Exactement, le stoïcisme. Okay. Il y a un livre que je te conseille, qui est assez difficile à lire, enfin du moins pour moi, c'est Penser à moi-même ou Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Ok. Non, un ancien empereur. Alors, est-ce qu'il a été empereur de Rome? Moi, j'ai cette croyance que oui. Beaucoup me disent que non, il n'a été que légionnaire, enfin pas légionnaire, mais colonel. Mais non, il a été empereur de Rome. Et ça a été un disciple d'Aristote. Et incroyable ce livre. Incroyable. Très compliqué. Hein. J'ai des nœuds dans le cerveau rien d'y penser, mais incroyable. Ah bah, je vais le lire alors. Je te le prêterai. Étape, ouais. Je te le prêterai. Allez, je viendrai à Madrid du coup. Viens à Madrid, mais quand tu veux. Moi, c'est avec grand plaisir. Je te recevrai avec le plus grand des plaisirs. On ira voir un match du Real Madrid. Allez. Même si tu aimes le foot. J'aime pas le foot, mais j'aime bien regarder. Parfait. Et c'est exactement ça. C'est l'ambiance du stade. C'est cool. L'énergie, toujours. C'est exactement ça. Une énergie. Tout est énergie. Et voilà. Génial. Et écoute, Fanelly, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2025? Tout. Parce qu'au final, la réussite, c'est le tout. Ouais. Et le tout est une réussite. Très bien. Alors, je te souhaite tout alors. Merci. Merci à toi. À très vite. À très vite.